Bonjour à tous, ici Philippe Letellier-Martel d'Action Vitale et bienvenue sur cet épisode de la Table Ronde où nous abordons des questions oubliées quant à la spiritualité, l'éthique et au patriotisme. Aujourd'hui, j'aimerais parler, j'ai un invité très spécial, je ne sais pas si on peut encore t'appeler docteur. Non, en fait, on peut pas encore parce que j'attends ma soutenance de thèse. Fait que, non, on peut pas m'appeler docteur, D'accord. on peut m'appeler doctorante pour l'instant. Mais bon. Donc, presque docteur Laurence Godin-Tremblay. Aujourd'hui, on aimerait ça, je voulais parler de philosophie avec toi parce que je sais que c'est ça, ta thèse de doctorat, tu l'as fait pas sur Thomas d'Aquin, comme on va en parler, mais sur Aristote. Mmh. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste mentionner au moment où on filme l'épisode, ça fait juste même pas 48 heures qu'on a appris d'événement assez horrible qui s'est passé aux États-Unis, la tuerie de Charlie Kirk. Moi, je me souviens d'avoir appris ça dès aussitôt que c'est arrivé. Vraiment, j'étais très choqué. Puis j'imagine, Laurence, tu avais aussi été au courant au moment où ça arrivait, là. Oui, ben, en fait, j'ai reçu, c'est ça, un texto, là. En fait, j'avais su qu'il avait reçu une balle, puis, après ça, je suis allée chercher mes enfants à la garderie. Mon fils a commencé l'école aussi, là. Puis c'est ça, c'était assez perturbant de recevoir, après ça, la nouvelle de sa mort avec, en tout cas, nous, c'était durant le souper, là. En fait, juste après le souper. Parce que j'ai pas mon téléphone à table, mais juste après le souper, j'ai vu ça là, avec les enfants qui crient un peu partout. Moi, ça j'ai trouvé ça quand même assez déconcertant, là. Il y a exactement mon âge, on est nés la même année. C'est ça, c'est perturbant de penser qu'il a été tué pour des idées, pour plusieurs idées que je partage, là, pas toutes, mais plusieurs idées avec lesquelles je suis d'accord. C'est assez perturbant de voir qu'il était en train de dialoguer ou en train de faire finalement de partager des idées avec lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, mais que la réponse qui a été, émise, ça soit de l'ensanglanter, là, parce que c'était assez sanglant aussi comme mort. Fait que oui, moi, j'ai trouvé ça perturbant, mais toi aussi, j'imagine? Oui. J'imagine, aussi juste, tu sais, on s'intéresse, là, on va parler de philosophie, on va parler de débat, d'idées, de dialogue, prendre, peu importe de quelle idéologie, à quelle idéologie on est affilié, on parle d'un événement de violence, c'est ça, très graphique face à quelqu'un qui n'a rien fait d'autre que de dialoguer. Mmh. Et en fait, il faisait un peu de la philo, juste donner le micro à n'importe qui était prêt à discuter avec lui. On a décidé de répondre avec un meurtre. Donc, j'aimerais me diriger vers le vif du sujet. Donc, comme on a dit au tout début, t'es pas encore docteur, mais doctorante. Et de ce que je sais, là, tu as déposé ta thèse de doctorat. Mh. Oui, c'est sur Aristote. Je voudrais juste en apprendre un peu sur ton cheminement intellectuel. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à Thomas d'Aquin et Aristote, les deux penseurs qui sont intimement liés, comme on va le voir plus tard? Est-ce que tu t'es toujours intéressé à la philosophie? Est-ce que tu t'es toujours intéressé à la philosophie catholique? Est-ce que si tu pouvais me décrire un peu ton cheminement par rapport à ça? Oui, ben, c'est quand même un cheminement particulier, là, tu sais, si je remonte, est-ce que je me suis toujours intéressée à la philosophie? Tôt, là, je m'y suis intéressée, mais c'était au secondaire, là, j'avais lu un peu sur ce qu'était la philosophie, puis ça m'allumait tout de suite, là. Des fois, on parle de philosophie, mais étymologiquement, c'est l'amour de la sagesse, puis certains, on peut dire à cool, avec justesse, je pense que la philosophie, c'est la sagesse. Puis c'est quand même cool, là, tu sais, c'est même adolescente, j'avais trouvé ça fascinant, là. Il y en a qui étudient l'économie, il y en a qui étudient, la psychologie, il y en a qui étudient l'ingénierie. Moi, je pourrais étudier en sagesse. Je trouvais ça malade, là. Qui ne veut pas être sage? Fait que j'avais découvert ça au secondaire, puis ça m'intéressait, sauf que, j'avais vraiment moi, je viens d'une famille, athée, là, vraiment convaincue. J'étais pas baptisée. J'avais pratiquement jamais rentré dans une église, là, peut-être à part pour visiter, j'étais allée à Paris une. Fait que je vivais une vie quand même, désordonnée, là. Moi, j'étais une ancienne fumeuse de pot, là, puis quand même solide, là. C'est-à-dire, j'ai fumé du pot la première fois à 13 ans, puis tu sais, à 14, je fumais tous les jours, là. Fait que j'ai fumé tous les jours du pot de 14 ans à 17 ans. Puis même si je m'intéressais à la philosophie, j'étais comme convaincue que le monde était matériel, purement matériel, sans Dieu, sans rien après la mort, des choses comme ça. Et si tu avais à nommer une raison pourquoi? Pourquoi je pensais comme ça? Ben, j'avais aucun, bon, c'est vraiment culturel, là, c'est ça. Pour mon père, mettons, Dieu, c'est le Père Noël, là. Tu sais, il m'a toujours dit ça, là, croire en Dieu, c'est croire au Père Noël.
Puis j'avais comme cette espèce d'impression, c'est ça, que le monde religieux était débile. Peut-être aussi j'avais fait des mauvaises rencontres au sens où, tu sais, les quelques personnes croyantes que j'avais rencontrées, tu sais, c'était pas de la grosse force intellectuelle, c'était un peu quétaine, tu sais, il y avait un agent de pastoral à mon école. Une fois, il nous avait chanté une de ses compositions, là, tu sais: «Jésus, je t'aime», puis tu sais, c'était comme un peu, ça donnait pas envie, là, ça donnait pas envie, surtout quand, j'étais quand même assez douée à l'école. J'avais beaucoup de réparties, des choses comme ça, fait que ça me donnait pas envie. Les religieux avaient l'air, niaiseux. Fait que puis c'est ça. Fait qu'en dehors des signes, tu sais, je voyais pas de raison de penser qu'il y avait de l'immatériel, qu'il existait l'immatériel. J'étais présomptueuse, orgueilleuse aussi, là, tu sais, au sens où j'étais sûre d'avoir tout compris à comme, 15-16 ans, puis je lisais les existentialistes, là, à ce moment-là, Camus, Sartre, des gens comme ça. Fait que là, moi, je me trouvais bien intelligente de lire ça à cet âge-là. Puis de façon un peu conséquente, ben, tu sais, je me disais: «Si on est juste un tas de matière, le bonheur, tu sais, finalement, c'est une histoire de, tu sais, de neurones puis de transmission dans le cerveau». Fait que là, je me disais: «Ben, tant qu'à faire, je vais prendre la drogue», tu sais, au sens où si je suis juste un tas de matière puis que la drogue, ça me donne un bonheur, je vais faire ça. Fait que, tu sais, moi, j'avais vraiment, c'était quand même confus dans ma tête, mais je pense que j'avais l'intuition. Je vais juste comme prendre la drogue, toujours de plus en plus forte parce que j'ai pris d'autres drogues que le cannabis, là. J'en ai pris des plus fortes aussi, l'ecstasy, des choses de même. Puis là, je me disais: «Je vais prendre ça, puis à un moment donné, je vais juste me tanner». Mais dans ma tête, comme le monde était matériel, c'était logique. C'était pratiquement, ne pas faire ça, je voyais pas l'intérêt. Je voyais pas l'intérêt, tu sais, je voyais pas l'intérêt à ce moment-là, mettons, d'essayer d'avoir un conjoint, là, je pensais pas du tout au mariage, d'avoir des enfants, de travailler, tu sais, d'avoir cette espèce de vie qui à l'époque, là, à cet âge-là, m'apparaissait, heu, médiocre. Fait que là, je vivais cette vie-là. C'est au cégep que vraiment les choses ont changé, là. Moi, je dois beaucoup à Platon, à Socrate, à la figure de Socrate dont parle Platon, parce que c'est un raisonnement super simple qui m'a entraîné à changer un peu, là, à commencer à m'intéresser à autre chose. Le raisonnement, c'était juste, quand on rencontre Platon, une de ses idées principales, c'est de dénoncer la double ignorance, là. Cette espèce de, tu dois connaître ça, là, tu as vu ça, cette espèce d'impression que on sait quelque chose alors qu'en fait, on sait pas qu'on sait pas. Puis dans un de ses dialogues, le premier Alcibiade, Socrate, il raisonne avec un jeune, là, Alcibiade en l'occurrence, peut-être 19 ans, là, 20 ans à ce moment-là dans le dialogue. Puis ce jeune-là est comme convaincu qu'il est sage, puis qu'il peut se lancer en politique, puis qu'il peut tout faire. Socrate lui montre: «Ben, tu sais, tu sais pas c'est quoi la politique, tu sais pas c'est quoi la justice, puis la preuve de ça, c'est que tu jamais pris la peine d'y réfléchir. Depuis que tu es enfant, tu prétends savoir ce que c'est la justice». Puis c'est vrai que les enfants sont comme ça, au sens où les enfants sont constamment, ils sont comme: «Ah, ça c'est pas juste, ça c'est juste», ou «Mon fils de 4 ans fait ça, ma fille de 3 ans fait ça». Puis Socrate dit: «Alcibiade, tu comme ça. Tu sais, je te voyais dans la rue, tu disais à tes amis: "Ça c'est pas juste, ça c'est juste"». Fait que dans le fond, tu jamais pris la peine d'essayer de chercher ce qu'est la justice parce que tu as toujours pensé le savoir depuis que tu es enfant. Quand j'ai lu ça, je me suis comme mis à l'appliquer à plein de domaines de ma vie. Sexualité, tu sais, je me suis dit: «Dans le fond, j'ai toujours pensé savoir c'était quoi la sexualité, mais je le sais pas». Le fait que l'homme soit un animal ou non, qu'il soit rationnel ou non. Puis finalement, tu sais, je me suis dit: «C'est quoi?» Je me suis assise à un moment donné, je me suis dit: «C'est quoi comme mon préjugé, la chose dont je suis convaincue le plus, mais que j'ai jamais comme questionné?» Puis c'était Dieu. Je me disais: «Je suis née dans une famille qui m'ont dit: "Dieu n'existe pas"». Mais dans le fond, j'y ai jamais réfléchi. Puis là, tu sais, comme avec la philosophie, on s'ouvre aussi sur l'histoire parce qu'on a l'impression que penser que c'est pas, c'est normal, mais c'est pas normal, tu sais, d'un point de vue, temporel, là, d'un point de vue, des époques. C'est récent justement avec les existentialistes, avec des philosophes comme Nietzsche ou d'autres, mais dans l'histoire de la philosophie, la plupart des philosophes pensaient que Dieu existait. Aristote, Platon, même Descartes, là, tu sais, qu'on dit le premier philosophe de la modernité, prétend prouver que Dieu existe, là, dans son traité. Moi, je suis pas d'accord avec sa preuve, là, à Descartes, là, mais ça, c'est un autre sujet. Ça m'a comme ouvert l'esprit, tu sais, ça m'a dit, j'étais pas convaincu que Dieu existait à ce moment-là. C'était pas du tout ça, mais c'était comme de dire: «Si je veux être honnête avec moi-même, ben, je pourrais au moins me poser la question, tu sais, je pourrais au moins y réfléchir». Ça a été comme, une première étape, là. Puis par rapport puis je trouve on pourra poursuivre, dans un instant. Juste ce processus-là de se remettre en question,
Je trouve ça quand même très, très intéressant. Moi, j'ai eu quelque chose de semblable Mmh. parce que j'avais ce présupposé-là que la religion, c'est intrinsèquement irrationnel et puis bon, heu, il y avait toute une histoire, par rapport à heu, en lien avec ça. Parce que j'ai l'impression que ça arrive exactement la même chose, mais hem, le point d'origine et la destination est inversé. Il y a beaucoup de jeunes croyants, peut-être c'est pour ça c'est ce qui est arrivé dans les dernières décennies au Québec. On était tous croyants et puis à un moment donné, on s'est mis à réfléchir et il y a beaucoup de gens qui disent exactement la même chose que toi. Ben, à un moment donné, je me suis juste commencé à me poser des questions, puis je me rendais compte que je croyais en Dieu, mais j'avais pas vraiment Mmh. de raison solide d'y croire. C'est juste j'ai Ouais. suivi, j'avais ce présupposé. Est-ce que selon toi, il y a vraiment une équivalence entre les 2 ou tu mettrais une Ben, il différence? faudrait que j'écoute des témoignages, mais il y a beaucoup de témoignages de baby boomers, là, qui sont comme ça, là, tu sais. Ah, on allait Ouais, tous à exact. l'église le dimanche, je me posais pas de questions, puis un jour, comme j'ai remis ça en question. Sauf que c'est quand même en tout cas, faudrait que j'en trouve des bons, là, mais souvent, c'est un peu ridicule, là, au sens où j'en entendais une dernièrement. Je me suis dit: «Hey, tu sais, si je vais plus à l'église, je vais pouvoir, jouer avec mes amis». Puis là, tu sais, ça a été la révolution sexuelle, puis, j'ai pu fumer du pot, puis tout. Tu sais, c'est un peu comme c'est comme la direction complètement inverse de moi, dans le fond, là. Moi, je fumais du pot, puis je me suis convertie. Eux, ils arrêtent d'aller à l'église, puis ils découvrent, la drogue ou des choses comme ça. Mais c'est souvent assez peu réfléchi, je trouve, là. Tu sais, c'est comme, au final, ça ressemble à j'étais obligée d'aller à l'église, j'y allais sans trop me poser de questions, puis à un moment donné, on m'a dit: «Tu sais que si tu vas pas à l'église, tu peux avoir une vie sexuelle, comme tu veux». Tu sais, le sexe joue pour beaucoup, là, dans la conversion ou non conversion des gens. Il y a cet attachement à leur liberté sexuelle. Moi, souvent, les témoignages que j'ai entendus à l'inverse, là, tu sais, de quelqu'un qui «perd la foi» entre guillemets, mais on a l'impression qu'il l'a jamais eu, c'est souvent peu argumenté. C'est souvent plus j'avais envie d'avoir une vie plus libre, j'avais envie de en tout cas, je serais curieuse de rencontrer quelqu'un que c'est un peu plus raisonné. Sinon, j'imagine, ce qui joue sans doute, c'est que quelqu'un d'intelligent se met à poser des questions. Ça, je l'ai entendu. Sur internet, il y a le youtubeur, athée là, comment il s'appelle? Alex O'Connor, tu dois connaître ça. Lui, tu vois, il raconte Oui, je qu'il l'aime est beaucoup. né dans une famille chrétienne, catholique, je pense, mais peut-être je me trompe. Ouais, Puis lui, c'est ouais, catholique. l'incapacité de ses catéchètes à répondre à ces questions. Fait que c'est vrai qu'il y a ce témoignage-là, puis je peux l'imaginer, hein, je peux l'imaginer, il a l'air particulièrement brillant, là, il a étudié à Oxford puis des choses comme ça, il est capable de poser des bonnes objections. Je peux imaginer que l'incapacité de ses catéchètes à lui répondre a fait en sorte que tranquillement, il s'est mis à douter de plus en plus puis s'est éloigné de la foi. Mais c'est drôle parce que, pendant une certaine période de temps, dans sa carrière entre guillemets YouTube, il y avait une période où il était extrêmement arrogant, Ouais. extrêmement, audacieux, dans sa critique de la religion. Avec les années, on voit qu'il est devenu beaucoup plus modéré, beaucoup plus charitable, beaucoup plus comme, des fois, il va dans des podcasts avec des athées, Mmh. puis il joue l'avocat du diable à formuler des parfois des arguments pour l'existence de Dieu que je trouve très forts, très bien articulés, puis comme pour la religion et c'est juste vraiment drôle, on voit que oui, il y a eu comme un éloignement très brutal initial de la religion, mais là, il y a une espèce de tranquillement de retour, Ouais. même s'il est pas croyant, mais ouais, son profil est assez C'est intéressant. un sujet en soi, mais moi, ce que je crains pour lui, parce que je le suis un peu, là, c'est que, des fois, c'est pire de devenir comme sceptique, là, au sens où de devenir ni pleinement convaincu de l'athéisme, ni, pleinement convaincu que Dieu existe, là. Parce que le scepticisme est pas fécond, là, puis moi, j'ai peur qu'il soit en train de tomber là-dedans, au sens où il est moins hargneux contre les croyants parce qu'il est moins athée convaincu, mais des fois, s'il tombe dans l'espèce de trou du scepticisme, on s'en sort quasiment plus difficilement que quand on est athée convaincu. Dans les Écritures, je vomis les tièdes, là, tu sais, il y a comme quelque chose des fois dans l'entre-deux qui paradoxalement, on a l'impression que ça rapproche la personne d'une conversion possible, puis finalement non. Par exemple, moi, vu que j'étais Ouais, ouais. athée convaincu, ça a aidé, en un sens, je pense, plutôt que mes En amis fait, qui étaient un oui, peu mous. tu touches un point vraiment intéressant. J'ai des amis de secondaire que c'est comme ça. Au début de secondaire, pour tout dire, là, j'étais tombé dans des espèces de terreaux à lapins, comme on dit en anglais. Je lisais du, tu sais, même si je comprenais pas, je lisais du Karl Marx, là, comme 13-14 ans, là. Je comprenais pas super bien, mais je lisais quand même, puis je m'intéressais à l'histoire du communisme, puis j'étais vraiment, comme athée anticlérical, puis j'avais adhéré à cette, Mmh. j'étais tout le temps à la recherche d'un système cohérent
puis comme auquel je pouvais ardemment, heu, endosser ou adhérer. Puis comme j'ai l'impression que ça m'a aidé à devenir chrétien. Cette espèce de recherche d'une vérité fondamentale, puis cette espèce de radicalité-là. Tandis que les gens qui sont un peu entre deux, agnostiques, ils restent là pendant, puis c'est un peu paralysant, tu C'est sais. parce qu'il y a Ils restent comme là, il y a comme pas de prise aussi. Tu peux pas réfuter quelqu'un qui a pas d'opinion claire. Tu sais, c'est ça, je suis assez sympathique aux jeunes qui sont capables de ce raisonnement-là que je faisais, tu sais, tout est matériel, donc je me drogue, tu sais, c'est un peu ridicule, puis ça aurait pu me mener à je veux dire, je souhaite qu'aucun jeune se drogue, comme je l'ai fait ou des choses comme ça, mais ça menait quand même à, une certaine cohérence, là, tu sais, une certaine, j'ai envie que les choses soient vraies. Puis là, à ce moment-là, c'est plus facile des fois d'avoir une pogne sur quelqu'un, je trouve. Que quelqu'un, par exemple, qui dit: «Oui, oui, je pense qu'il y a comme peut-être un esprit à l'origine du monde», puis finalement la personne s'en fiche puis vit sa vie, mmh mais bon. Fait que pour Alex mais O'Connor, c'est à voir, mais c'est ça aussi, je le sais, fan de David Hume, un philosophe duquel je trouve on a peine à sortir un coup qu'on y est entré là, à cause de son scepticisme fait que c'est pour ça que je suis comme, je comprends ce que tu dis, ça serait génial qu'il se convertisse un jour, mais des fois, par expérience, pour avoir rencontré beaucoup de fans de David Hume ou de sceptiques à la montagne ou autre chose, c'est comme les gens des fois, il y a comme plus rien à faire, là. Le scepticisme est une maladie, trop forte. puis j'ai l'impression que c'est il y a une épidémie de ça chez les philosophes. Et puis là, c'est un peu un stéréotype que j'ai, puis c'est peut-être un peu méchant, mais j'ai l'impression que quand quelqu'un entre en philosophie, se met à étudier en philosophie, il y a comme ce risque-là qu'il devienne, tiède, puis il perd toute sa mettons un homme, là, toute sa masculinité, son audace, toute sa force et comme un peu on devient mou. C'est un peu j'ai rencontré des gens que j'ai ressenti ça d'eux. Ben, c'est intéressant parce que puis ça touche un peu après ça le cheminement que moi j'ai fait. C'est intéressant parce que c'est comme vrai que même la bonne philosophie rend mou. Je m'explique là, c'est Socrate lui-même, on lui reprochait ça. C'est-à-dire, on lui disait, «Tu tellement intéressé par la philosophie que tu connais plus rien de ce qui se passe dans ta cité, tu sais plus te défendre», hein, parce que, tu sais, il était tellement intéressé à connaître pour connaître que, tu sais, il était pas au courant des rudiments de la rhétorique à son époque, des rudiments des tribunaux, des choses comme ça. Puis on dit que dans un des dialogues, on annonce qu'il va finir par se faire tuer parce qu'il est comme trop passif par rapport à tout ça. Mais ça ressemble beaucoup à Jésus-Christ de ce point de vue-là, là, tu sais, c'est comme les gens voulaient qu'il se défende, les gens voulaient qu'il soit fort en rhétorique, en astuce, et cetera, puis il l'était pas, à cause de son désir, pour connaître. On rapporte une autre anecdote, c'est une anecdote dans laquelle on dit, tu sais, il était en train de marcher, puis de regarder les étoiles, puis il est tombé dans un trou, puis là, les gens rient de lui, tu sais: «Tu pas capable de regarder devant toi» ou des choses comme ça, puis on dit, c'est ça, c'est philosophe lunatique. Fait qu'en ce sens-là, il y a quelque chose de vrai qui va toujours rester, je pense. Les philosophes ont toujours quelque chose. Ils peuvent pas complètement fonctionner en société, je pense, là. Tu sais, c'est pas qu'ils sont incapables en soi, là. Aristote, il voulait prouver le contraire. Il a pris, il a prédit les éclipses, il a acheté toutes les pressoirs, pour, l'huile d'olive, là, pour les olives. Puis après ça, comme il y avait le monopole, il les a vendus, en fait, non, ce que je dis, c'est Aristote qui rapporte ça de Thalès, un autre philosophe. Puis c'est lui, Thalès, qui est tombé dans un trou aussi, qui est rapporté, excuse-moi. Mais c'est ça, il dit: «Le philosophe est capable de faire de l'argent s'il veut. Le philosophe est capable, s'il veut, de s'occuper de ça». Mais il y a quelque chose de déconnecté du philosophe par rapport à la société. Ça va toujours rester à cause de son goût pour la gratuité, pour la connaissance pour la connaissance. Fait que ça, c'est vrai, mais la mollesse que toi t'accuses, je pense que c'est autre chose, tu sais, au sens où chez Socrate, il y a une humilité, c'est clair. Tu sais, le fameux, «Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien», c'est dans les textes, là. Je veux dire, c'est dans l'Apologie, de mais c'est pas un scepticisme qui rend mou au sens qui rend, il y a plus rien de vrai, là. Je sais même pas si 2 + 2 = 4 ou si j'existe ou si, tu sais, ou si un homme, c'est un homme, une femme, une femme. Tu sais, il y a cette mollesse des philosophes, ça c'est vrai. Ça existe, là. C'est des évidences, là. Tu sais, en philosophie, certains philosophes ont nié que les choses bougent, là. Que les choses se déplacent devant nous, qu'il y a un rapport de cause à effet, certains qui doutent de leur existence, tu sais, ça devient hyper paralysant, puis ça peut devenir une maladie. Tu te mets à tellement douter de tout, c'est ça que ta vie, il y a plus rien de solide. Mais j'ai l'impression,
c'est vraiment un problème, ça. Je veux dire, quelqu'un qui de mon expérience, quelqu'un qui peut-être n'aura pas calculative, les plus développées, parfois parce qu'il a cette droiture dans sa vie, dans ses gestes, il y a cette vertu-là. Intuitivement, il va connaître la vérité. Gens qui, puis peut-être qu'il sera pas super bon pour réfuter des arguments, mais je veux dire, puis là, je sais pas, j'ai cet archétype-là, mais comme, le père de famille, immigrant latino qui travaille très, très fort, j'ai l'impression, il est plus il y a plus de défense contre les dérives idéologiques, contre des dérives idéologiques, mettons, qui veulent lui faire, remettre en question sa foi catholique ou la moralité, une espèce de loi naturelle, qu'il connaît intuitivement, que, mettons, un enfant qui va à l'université puis qui se fait, enseigner toutes sortes d'idéologies. Je veux dire, j'ai l'impression que si on devient trop mou, on va se mettre à utiliser notre intellect pour justifier notre mollesse et pour justifier comme nos mauvais désirs, mauvais penchants. Et là, quand tu parles de, mettons, à mollesse que tu désignes, ce serait, mettons, un manque de vertu, là? Je sais pas, là. Qu'est-ce que tu veux dire comme, ça ressemblerait à Mais mettons, à force de dire que à force de jamais vouloir faire de déclaration définitive sur si quelque chose est bon ou mauvais, par exemple, Mmh. est-ce que c'est possible que, mettons, j'ai la tentation, comme on a tous la tentation de faire quelque chose de mauvais, Mmh. ben, je serais rendu bon pour le relativiser puis pour, heu, peut-être, semer le doute sur est-ce que c'est Ouais, vraiment ouais, mauvais? ouais. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Oui, puis c'est ça, ben, c'est ça, c'est ce que tu désignes là, en fait, c'est un débat c'est un constat qui a toujours eu lieu, là, en philosophie, au sens où dans la République de Platon, un passage que j'aime, c'est Socrate, il se met à faire l'éloge du philosophe, comment il est vertueux, comment il est tempérant, comment il est bon, puis ça, puis un de ses interlocuteurs, il s'appelle Adimante, lui dit: «Mais Socrate, il y a rien de plus faux, là». Tu sais, au sens où on regarde le monde, puis il y a rien de pire qu'un philosophe. Tu sais, il y a rien de pire que les philosophes qui sont dépravés, qui sont puis moi, j'en ai connu plein, là, tu sais, qui finalement, sont à l'argent. Il y en a beaucoup qui sont à l'argent aujourd'hui, puis à l'époque de Platon encore, c'est dénoncé beaucoup, là, chez les sophistes. C'est ça, Socrate dit: «Mais c'est parce que il y a comme une similitude». Tu sais, il y a une similitude entre, à l'époque, on disait un sophiste et un philosophe. Un philosophe, la figure de Socrate en particulier. Les sophistes, on connaît Protagoras, Gorgias ou d'autres, Hippias. Puis c'est semblable au sens où ils parlent des mêmes sujets, ils prétendent, s'intéresser à la sagesse ou des choses comme ça. Il y a quelque chose de ça, là. Tu sais, moi, j'ai un prof qui dit: «Finalement, dans nos universités, c'est à se demander si on a des philosophes ou des sophistes». À beaucoup d'occasions, on a des sophistes. Fait que là, ça crée comme une espèce d'impression, à ce moment-là, que la philosophie est dangereuse. Mais est-ce que c'est la philosophie en elle-même ou sa contrefaçon ou quelque chose qui lui ressemble? Puis là, à ce moment-là, moi, je t'accorde aussi que dans ces espèces de philosophes-là, déconnectés de la réalité, qui donnent l'apparence de savoir sans savoir, ben, finalement, c'est mieux quelqu'un qui reste accroché à son bon sens, à sa foi, hein, parce que finalement, la foi, le christianisme, c'est un rempart pour la raison, tu sais, pour qu'elle arrête de dévier ou des choses comme ça. Moi, ça m'a sauvé de beaucoup d'erreurs au sens où il y a des moments en philo que je sais pas, tu sais, par ma raison naturelle, c'est quoi la réponse. Mais tu sais, je sais que si ça contredit ma foi, je suis mieux de pas aller dans cette direction-là. Je sais que c'est pas là que je vais trouver la vérité. Fait que c'est comme un rempart. C'est comme un garde-fou là, sur une route. Là. Tu te dis, ben, ma raison naturelle peut avancer, mais elle peut pas aller dans cette direction-là parce que ça contredirait ma foi. Fait que ça aide beaucoup. Il y en a qui pensent que c'est une nuisance en philosophie, la foi, mais moi, je pense pas. Puis c'est ça, à ce moment-là, moi, je suis d'accord avec toi. C'est finalement quelqu'un qui s'accroche au bon sens va avoir une meilleure vie. Le vrai philosophe s'accroche au bon sens. Socrate, on lui disait souvent, les autres, les sophistes ou d'autres, lui reprochaient d'être grossier, au sens où il était tout le temps en train de prendre des exemples très concrets. Le charpentier, le menuisier, les chevaux. Tu sais, il était tout le temps en train de parler de choses très simples, qu'un vocabulaire très simple aussi. La philosophie n'est pas supposée être technique ou Comme avec des comme Jésus. comme Jésus, ouais, n'est pas supposée être avec des vocabulaires, abscons qu'on comprend rien, là. Moi, j'ai suivi des cours, tu sais, que c'est le complexe noético, nous, tu sais, ça devient inintelligible. C'est pas ça du tout. Albert Legrand disait: «Il faut parler comme tous,
mais penser comme peu, c'est-à-dire avoir une pensée plus profonde que la plupart des gens, plus vraie, plus complète, mais parler comme tous, que ça soit intelligible à tous. Parce que la philosophie aussi, Aristote disait, est en un sens facile, en un sens difficile. En un sens facile parce que c'est tout le monde peut philosopher. Aristote dit ça aussi. Tout le monde est capable de philosopher minimalement parce que c'est notre expérience de la vie de tous les jours, là. C'est notre expérience. Ma belle-sœur est médecin, mettons. Et à Noël, elle nous avait organisé un jeu pour déballer nos cadeaux. Là. Il fallait comme faire les devinettes, puis après, on pouvait déballer nos cadeaux. Puis elle nous montrait des images de cellules, de muscles, des choses comme ça. Puis elle était comme, c'est la cellule de quoi? Muscle de quelle partie? Puis j'étais comme, mais Lauriane, je peux pas, tu sais, j'en ai aucune idée. Là. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis, tu sais, j'ai pas de microscope tous les jours. C'est au-delà de mon expérience. Beaucoup de sciences demandent une expérience particulière de la réalité à laquelle tous n'ont pas accès. Mais la philosophie, tout le monde y a accès. On peut faire une question, tu sais, qu'est-ce que l'amour? Puis tout le monde a eu l'expérience d'aimer. Qu'est-ce que changer? Aristote demande ça à un moment donné, mais tout le monde a l'expérience de c'est quoi changer. Qu'est-ce que le temps? Tout le monde a l'expérience du temps. La philosophie porte sur ce qui est d'expérience commune, accessible à tous. Puis c'est en ce sens-là que c'est facile, tu sais, au sens où on peut avoir, on peut avoir des vérités, là, tu sais, le temps existe, on le vit, c'est lié au changement, on le sait. Aristote donne l'exemple banal qui dit la preuve que le temps puis le changement sont liés, c'est que quand on dort puis qu'on se réveille, on ne sait pas combien de temps est passé parce qu'on ne sait pas combien de changements s'est passé, tu sais, à moins que tu regardes une horloge ou des choses comme ça. Fait que c'est des raisonnements super faciles, là, tu sais. Ah, le temps est lié au changement. Mais comme dit Saint-Augustin aussi, c'est facile de dire ces choses-là. C'est facile d'avoir une idée confuse du temps. Mais si on me demande de le définir, le temps, tu sais, si on me demande de. Là, il dit, comme plus c'est quoi, là. Fait que ça, c'est une belle représentation aussi de la philosophie facile, accessible à tous, au bon sens, on pourrait dire, là, et difficile, parce que définir le temps, ça, c'est une autre paire de manches. Mettre des mots exacts sur cette réalité-là. Puis c'est de même pour toutes les réalités en philosophie. L'amour aussi, tu sais, tout le monde sait que c'est une émotion reliée au bien, mais après ça, le définir correctement. À la fois facile, accessible à tout le monde, à la fois difficile, même la discipline la plus difficile, la discipline naturelle la plus difficile qui n'existe pas. Mmh. Et donc, hem, est-ce que tu dirais c'est cette, ce serait ça, cette espèce de d'accessibilité, mais en même temps ce haut niveau de profondeur-là qui t'a attiré chez Aristote et qui t'a poussé à vouloir approfondir jusqu'à même faire une thèse de doctorat sur lui? Mmh. Oui, ben, c c'est ça. Bon, si je continue un peu mon tantôt ce que je disais là, par rapport au cégep et tout, moi, c'est ça, j'étais tombée d'abord en amour avec Platon, ça c'est clair. Puis ça avait vraiment changé plusieurs de mes idées. Ça me conduit finalement à penser que Dieu existe, là, à cause de confusément, ça aussi, c'est un argument assez confus qu'on peut faire facilement. Après ça, on peut l'approfondir, là, c'est quand même complexe quand on l'approfondit, mais que le monde est ordonné, puis que visiblement l'ordre, ça vient pas du hasard. J'avais un prof qui donnait cet exemple-là. Il dit: «Tu pars de chez vous, ta chambre est en désordre, tu reviens chez vous, ta chambre est en ordre». Tu sais, tu te dis pas: «Coudon, il y a eu un gros coup de vent». Tu sais, il y a eu un gros coup de vent qui a tout placé mes choses à la bonne place. Tu te dis: «Une intelligence qui est passée, celle de ma mère, celle de ma femme, où on habite». Fait que c'est un peu la même des raisonnements comme ça, assez confus, qui le fait aussi de rencontrer des profs de philo, chrétiens. Il y en a beaucoup, ben, il y en avait beaucoup, il y en a un peu moins à Québec, là. Il y a eu une forte tradition thomiste à Québec. Fait que de rencontrer ces profs-là, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Puis c'est ces profs-là qui m'ont conduit à Aristote, au sens où, à l'université Laval, il y a eu une forte tradition, on dit aristotélico-thomiste, c'est-à-dire une tradition qui s'intéresse à Thomas d'Aquin, mais parce que Thomas d'Aquin s'intéresse autant à Aristote, qu'il appelle «le philosophe» avec un grand P, ben, c'est une tradition qui nous conduit à étudier Aristote, dans le détail, là, vraiment attentivement. Fait que c'est ça, j'ai été conduit à ça, là. D'abord, j'ai lu «L'éthique à Nicomaque», là, qui est comme peut-être le livre d'Aristote le plus accessible. Puis après, je suis vraiment tombée en amour avec, sa logique. J'ai beaucoup étudié sa logique. Ma maîtrise était en logique, mon doctorat en partie en logique. Sa physique aussi, mon doctorat était sur sa physique, mais à l'époque aussi, j'ai lu la physique avec d'autres, à 18 ans, c'est ça, j'avais un groupe de lecture avec des profs de cégep. J'étais la seule étudiante, puis on lisait la physique, puis je capotais, là, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'est ça qui m'a conduit vers Aristote, là. C'est comme tu dis, il y a comme, intuition, c'était encore confus à cet âge-là, parce que c'est un moment charnière quand on est ignorant. Quand on est ignorant, il y a comme le paradoxe de
je sais rien, fait qu'à qui je peux me fier, tu sais, à quel prof je peux me fier, à quelle tradition? Tu sais, tu le sais pas, tu commences en philo. Fait que là, tu vois, tu sais, c'est ça, j'avais rencontré, des profs plus disciples de Montaigne. J'avais rencontré ces aristotéliciens-là. J'avais comme à cette époque-là, c'était le choix était quasiment juste entre 2 traditions, là. Est-ce que je vais aller dans une tradition plus, Montaigne, Léo Strauss, là, qui est un peu peut-être un moins un grand nom, là, mais une tradition, qui est tournée vers l'étude des grandes œuvres, la discussion, ou je vais vers les aristotéliciens, que je savais par ailleurs chrétiens, thomistes. Tu sais, il y a comme c'était une hésitation. J'étais au moment où je me suis plus intéressée à Aristote, j'étais pas encore là, fait que c'était comme un entre-deux. Mais une des choses que je jouais, je pense que c'est ce que tu décris, c'est que j'avais cette forte impression, mon premier professeur de philo me l'avait bien transmise, que en un sens, la philo est facile. Puis qu'on va pas se mettre à renier, par exemple, que le mouvement n'existe pas à cause des paradoxes de Zénon ou des arguments de Parménide. Ben non, tu sais, je vois bien que devant moi, les choses bougent. Je vais pas adhérer aux arguments hyper sceptiques de Descartes non plus, là, tu sais, qui se met à penser que 2 plus 2 égale 4, peut-être que c'est pas vrai parce qu'il y a un malin génie qui est en train de nous tromper, là. Tu sais, j'avais vraiment Mhm. cette impression. Non, non, le monde est bien fait. Les connaissances qui nous apparaissent au début sont vraies, là. Nos sens ne nous trompent pas. Descartes dit que nos sens nous trompent quasiment par définition. Non, nos sens nous trompent pas, nous donnent une connaissance du réel, partielle, mais quand même adéquate. Et il y a des choses qui sont faciles à connaître, puis que je vais pas me mettre à douter juste parce que c'est ça, parce qu'il y a des arguments un peu sophistiqués devant moi que je suis pas encore capable de résoudre, que ce soit sur la vérité. Fait que c'est comme ça que, tranquillement, Aristote me séduit. Je trouvais qu'il conciliait bien, c'est ça, l'expérience avec la vérité, puis Mhm. la philosophie plus détaillée, mettons. Quand ça me fait penser quand, j'étais dans cette, parce que quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'avais cette voix-là dans ma tête hyper sceptique, et je voulais vraiment avoir parce qu'à un moment donné, j'avais entendu un argument pour l'existence de Dieu et ça m'avait rappelé un raisonnement que j'avais eu quand j'étais enfant, quand j'avais 8 ans. Je me demandais d'où l'univers venait et je me disais: «Bon, ben, ça veut dire qu'il doit y avoir un Dieu». À l'âge de J'avais oublié un peu ce raisonnement-là, puis comme à l'âge de 15 ans, j'ai réentendu ça quelque part sur internet. Et là, j'étais tombé amoureux de cet argument-là et là, je l'avais présenté devant quelqu'un. Il m'avait complètement réfuté parce que Mmh. j'étais pas bon pour le formuler. Mais là, après ça, je me suis lancé dans une espèce de en plus, c'était la COVID, là. Pire combinaison, j'ai, investi beaucoup trop de temps là-dedans, là, mais comme dans une espèce de recherche de OK, toutes les objections que je peux faire contre les arguments pour l'existence de Dieu et est-ce que c'est encore capable de tenir? La conclusion à laquelle j'étais arrivé, c'est que, ben, soit Dieu existe, soit on est un peu obligé de dire que Dieu existe, soit on doit, décrédibiliser puis rejeter complètement notre raison humaine, puis notre, compréhension la confiance qu'on accorde au Mmh. sens, puis, au monde, de croire même au monde autour de nous qui Ouais, ouais, existe. ouais, je comprends. C'est comme il y a deux paradigmes. Soit le paradigme qui admet que on a une raison, que le monde autour de nous est ordonné, soit, et là, on est obligé ultimement de dire que Dieu existe, selon Mmh. moi. Soit on nie ça et en fait, on pense que l'ordre et la raison, c'est juste des projections de notre psychologie vers l'extérieur. Donc, c'est les deux options. Et ultimement, comment est-ce que je veux vivre? Comment est-ce que. Au final, même la deuxième option, celle qui rejette l'existence du monde extérieur, ben, tu agis comme si il y avait un ordre. Donc, tu agis comme si Dieu existait. Donc, c'est un peu le. Même Kant, il disait: «On ne sait pas s'il y a de la finalité dans les choses. On ne sait pas si les choses agissent en vue d'une fin». Tu sais, par exemple, que mes dents ont été positionnées de cette façon-là pour que je puisse manger de la viande, mâcher des légumes, tout ça. Il dit: «On le sait pas». Il dit lui, il pensait ça, on peut pas savoir. Mais il dit: «On est obligé», tu sais, notre façon même de lire la réalité fait en sorte qu'on voit de la finalité. Fait que comme tu dis, tu sais, c'est comme c'est presque impossible d'agir autrement. Même les biologistes qui nient qu'il existe de la finalité, ils sont tout le temps en train de parler de la structure et de la fonction des différents organes, là, la fonction étant comme une sorte de finalité. Fait que c'est comme tu peux dire là, tu peux dire que le monde n'est pas ordonné, mais tu vas vivre comme s'il était ordonné, ça c'est clair. Tu vas finir par penser qu'il est ordonné. Aristote dit: «C'est comme être contraint par la vérité elle-même». Il y a cette expression-là des fois là, dans ses œuvres.
C'est comme si tu dis quelque chose en mots, mais finalement, l'expérience est tellement forte de la finalité, par exemple. C'est un exemple intéressant parce que c'est beaucoup nié aujourd'hui, mais c'est tellement fort, cette expérience-là de la finalité, que tu vas finir par vivre comme s'il y avait de la finalité dans la nature. Tu vas finir par parler de même si tu es un biologiste athée qui nie qu'il y a de la finalité. C'est comme trop fort, puis c'est trop fort cette expérience-là. Aristote va dire: «Puis notre raison est trop faite pour connaître». Notre raison, elle est faite pour la vérité, elle est faite pour connaître. Les choses devant toi finissent par, incliner ta raison. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, puis c'est pour ça que je suis devenue philosophe, c'est que j'aime connaître tout ça dans le détail, pas juste de façon confuse. Tu sais, Thomas d'Aquin dit: «C'est une chose savoir que Dieu existe confusément». Tu sais, la plupart des gens pour la plupart des gens, c'est accessible. Tu sais, il y a de l'ordre, donc Dieu existe. Moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est ce que tu as fait aussi, là, mais c'est d'essayer de creuser comment est-ce qu'on peut montrer que est-ce que le hasard existe quand tu dis qu'il y a de l'ordre dans la nature, mais est-ce que le hasard existe quand même? De quelle façon il existe? Le hasard peut faire de l'ordre par accident? À quel point? Tu sais, c'est toutes des questions qui intéressent Aristote dans la physique, le traité sur lequel j'ai fait mon doctorat. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant, tous les arguments d'Aristote pour la finalité, il en donne plusieurs. Fait que c'est le plaisir du philosophe, qui est pas un plaisir, tu sais, pourquoi je m'intéresse à la philo, à ces trucs-là? C'est juste parce que je veux le savoir plus. C'est même pas pour convaincre les autres, là, au sens où si tu me dis demain matin que je sais pas, l'humanité entière meurt, là, puis qu'il y a personne à convertir ou à évangéliser, je m'en fous, là, tu sais, je vais continuer de lire Aristote, je vais continuer de lire Thomas d'Aquin, je vais continuer de philosopher, de m'intéresser éventuellement à la théologie, parce que c'est juste plaisant de contempler le monde. Quand tu aimes quelque chose, tu veux pas juste le voir confusément, tu veux le voir le plus distinctement possible. Tu sais, c'est comme si je trouve que mon mari est beau, ben, j'aime ça le voir de loin, mais j'aime encore ça, tu sais, j'aime ça le voir encore plus, de proche. Fait que c'est un peu ça, là, tu sais, mon rapport à la philosophie. Confusément, je pense que le bon sens fait en sorte que si quelqu'un s'accroche à son bon sens, s'il mène une vie vertueuse, que tu sais, ce qui nuit au bon sens, finalement, des fois, c'est aussi les mauvaises habitudes. Thomas d'Aquin dit, par exemple, quelqu'un d'intempérant, ben, ça fait en sorte que, tranquillement, c'est comme si il va voiler certaines vérités qu'il veut plus voir, parce qu'il veut son plaisir. Tu sais, un ivrogne ou des choses comme ça, là. Il y a rien de plus irrationnel. Moi, j'avais un ami qui avait des problèmes de drogue, une drogue, assez forte, là, le crack. Puis cet ami-là, tu sais, il était pendant sa dépendance, il s'en est sorti, là, Dieu soit loué, mais pendant sa dépendance, il était irraisonnable. Il y avait plus rien qui rentrait, là, parce que, tu sais, son envie de crack, son envie de plaisir faisait en sorte qu'il détournait tout, qu'il crochait la vérité. Les Grecs appellent la tempérance, sophrosuné. En grec, ça veut dire ce qui sauve l'esprit. Pour les Grecs, c'était comme la première chose à acquérir, la tempérance, là. C'est un des proverbes Ouais. qui a été laissé sur le temple de Delphes, rien de trop. Les Grecs disaient la première chose à faire, c'est d'être tempérant parce que c'est ce qui va sauver ton esprit. Parce que ton esprit va être comme assez lucide, assez calme pour accepter la vérité. Mais si ton esprit, si t'es pas tempérant dans la nourriture, l'alcool, la sexualité, tu vois plus rien. Ton bon sens prend le bord. Fait que ça, bon, fait que ça, je parle de ça. Finalement, c'est ça. Le bon sens, c'est important pour une personne. Les bases aussi, c'est la vertu morale. Il faut placer la tempérance, le courage aussi, des fois, là, d'avoir quand une idée est plus acceptée dans la société. Qu'un homme soit un homme puis qu'une femme soit une femme, presque tout le monde le sait, là, c'est comme c'est du bon sens. Ma famille, là, au Saguenay, là, qui sont pas allés à l'université, qui sont pas des intellos, là, qui eux, c'est le skidoo qui préfèrent faire la fin de semaine que lire Aristote. Eux, ils savent, là, ils savent qu'un homme, c'est un homme puis une femme, c'est Mmh. une femme. Ouais, exact. Après, ils ont pas, Ouais. c'est pas tout le monde qui a le courage. Fait que là, ça prend aussi les vertus aussi pour qu'une personne reste bien en ligne avec la vérité. Puis là, un coup que tu as tout ça, les vertus morales, Mmh. le bon sens, le step de plus, si tu veux faire de la philosophie, c'est d'ajouter au bon sens une connaissance approfondie. Mais c'est toujours, j'avais un prof qui disait toujours en s'enracinant dans le bon sens puis la connaissance confuse, comme un fondement permanent, comme une fondation de maison. Tu sais, puis là, tu construis ta maison sur cette fondation-là. Tu la remets pas en question comme Descartes. Là. Tu te mets pas à penser qu'il y a un malin génie qui nous trompe ou que finalement on n'est pas capable de distinguer quand on dort ou quand on est éveillé ou qu'on vit peut-être dans une matrice. Tu sais, dans mes cours à l'université, ça disait ça des fois, là, on vit peut-être dans une matrice. Tu sais, moi j'avais un séminaire de doctorat là, à un moment donné, là, tu sais, le prof était comme, je sais pas si j'existe.
Ah, voyons, tu sais, je suis rendue au doctorat, là, tu sais. Normalement, la philosophie, c'est devenir sage, là, tu sais, c'est pas fou? Mais c'est ça, c'est comme si tu rendu au doctorat, je sais pas, j'ai investi 10 ans de ma vie, c'est comme parce que là, mon regard cynique va dire c'est comme un schéma pyramidal, là. C'est comme les Andrew Tate, qui te vendent des cours. Je veux dire, je vais investir des années dans ton cours de philosophie juste pour avoir encore moins de certitude que j'en avais, en fait, Mmh, moins de connaissances que mmh, j'avais au départ. Puis en fait, la seule chose que je peux faire maintenant, c'est donner des cours. Et ce modèle-là, on dirait ce modèle-là contemporain de la philosophie, mmh. corrige-moi si je me trompe, mais le scepticisme s'est rendu extrêmement, euh, présent, dans la en tout cas, quand j'étudiais dans mes cours en philosophie au cégep, bon, j'allais pas au cégep le plus, réputé là, le cégep du Vieux-Montréal, mais on dirait la toute la le fondement de la pensée postmoderne, c'est ça, c'est le scepticisme. Ouais. Donc on dirait il y a une espèce de ça devient cette dérive philosophique doctrinale-là, ça mène à aussi, une espèce d'impression qui est pas s qui est ressentie par beaucoup de gens qui n'étudient pas en philosophie, qu'en fait, les cours de philosophie, c'est un peu un scam. Heu ça nuit à l'image de la philosophie. Ouais. Il y a comme c'est toujours ça, là, ça joue tout le temps sur il y a une part de vrai comme, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, quand tu côtoyais Socrate, qui est le un modèle, de philosophe, hein, quand tu côtoyais Socrate, tu avais un moment un peu on le comparait à une raie torpille, là, qui paralyse, là, tu sais, au sens où tu avais un moment où tu étais un peu étourdi. Tu arrives devant Socrate, tu penses savoir, c'est quoi la justice, c'est quoi le beau, puis, tu sais, finalement, tu parles avec, puis tu ressors de là un peu moins convaincu. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de normal. Il y a quelque chose de normal en philosophie, c'est de se rendre compte qu'on connaît moins bien une chose qu'on pense, OK? C'est sain. Mmh. Philosophe et Oui. de toute façon, tous les grands penseurs, hein, que ce soit des intellectuels, que ce soit des philosophes ou des scientifiques, tous les grands penseurs vont dire: «Plus tu avances dans la connaissance, plus tu as des questions». Mais c'est pas quand ils disent ça, ils veulent pas dire que moins tu as de certitude au sens où, tu sais, comme tu deviens, sceptique de tout, là, c'est pas ça du tout. C'est plus que plus tu avances dans le mystère, plus il y a des choses comme tu mesures à quel point tu es ignorant. Les plus grands philosophes, Héraclite, Socrate, Aristote, vont dire, tu sais, seul Dieu est sage. Et c'est pas pour rien que la philosophie, c'est la seule discipline qu'on appelle amour de la sagesse. C'est les maths, on n'appelle pas ça l'amour des chiffres ou l'amour des. La philosophie est comme nécessairement un acte d'humilité parce que c'est tellement grand. Aristote, il dit finalement, la philo, c'est la connaissance des causes, que tu t'intéresses au fondement de la réalité. Et le dernier fondement, c'est Dieu. Puis Aristote va dire qui connaît Dieu sauf Dieu? La sagesse, c'est le seul véritable sage, c'est Dieu. Ou Héraclite disait on est comme des singes par rapport à Dieu, au sens où, tu sais, on trouve les singes ridicules, mais nous, on est ridicules par rapport à Dieu. On est rien. La sagesse humaine est peu de choses. Socrate disait ça. Fait que ça, c'est tout vrai. Mais ça, quand, tu sais, ces philosophes-là disent ça, tu sais, d'un autre côté, tu sais, Aristote va dire, sans hésitation, qu'il y a des vertus, il y a des vices, que l'adultère est mal en soi, que le mensonge est mal en soi, que le vol est mal en soi, qu'il existe du bien. Ils vont dire que Dieu existe, tu sais, quand Aristote dit que Dieu existe, c'est pas un acte de sceptique, là. Même Socrate, tu sais, il va dire, qu'il y a confiance, qu'il y a quelque chose après la mort, puis quelque chose de bon pour les hommes bons, puis de mauvais pour les hommes mauvais. Il va parler d'un daimon, là, d'une espèce de dieu qui l'oriente dans sa vie, dans sa conscience. C'est ça. Ça, c'est la partie vraie. Tu sais, c'est la partie vraie qu'un étudiant en philosophie, normalement, t'amène une certaine humilité, un certain étourdissement, surtout au début. Mais la partie fausse, c'est que c'est quand même pas le scepticisme qui fait en sorte qu'il y a plus de fondation du tout, là, qu'il y a plus rien du tout. Puis ce que tu dis aussi, c'est que c'est ça, tu sais, les universités, c'est un scam, c'est vrai, là. Moi, j'avais un prof de philo qui m'avait dit ça, tu sais, des fois, tu vas à l'université, tu veux devenir sage, puis tu deviens fou, tu sais, tu deviens fou à la place. Parce qu'en plus, aujourd'hui, il y a du scepticisme, mais il y a de plus en plus une autre forme de dogmatisme. Tu dis à l'université mais j'ai commencé mon bac, à l'université Laval, j'avais 20, fait qu'il y a à peu près il y a 12 ans. J'avais 19 peut-être. Puis, tu sais, il y avait pas, les études féministes, mettons, tu sais, il y avait pas de hargne par rapport à tout ça. Puis là, maintenant, à l'université Laval, tu sais, moi, j'en ai entendu, là, des profs qui ont eu des plaintes parce qu'ils présentent pas assez d'auteurs féminins.
Des profs qui ont eu des plaintes parce qu'ils ont dit, «bonjour à tous» au lieu de dire «bonjour à toutes et» au sens où là, tu vois que tu sais, que là, il y a une idéologie qui prend de plus en plus place. Bon, moi, je l'ai moins côtoyé parce que c'est ça, un coup, quand tu es à la maîtrise puis au doctorat, tu tellement de liberté que moi, je côtoie juste les spécialistes de philo ancienne, fait que c'est comme un autre domaine. C'est pas les recherches queer ou je sais pas quoi, là. Fait que moi, j'ai eu moins le pouls après ça de ces nouvelles idéologies-là. Quoique, je m'étais inscrite à un moment donné, ça s'appelle la Société philosophique du Québec. Puis, on avait reçu un courriel comme quoi il allait avoir des gardiens. Puis il allait avoir un safe, space pour ceux qui se sentent, qui ont envie qui vivent des émotions négatives, puis que c'est ça, les gardiens allaient surveiller qu'on n'ait pas de propos transphobe ou des choses comme ça. Finalement, ça avait été enlevé par les profs de cégep, au sens où c'était des étudiants qui organisaient le colloque, même troisième cycle, donc maîtrise, doctorat. Puis, il y avait eu trop de plaintes des profs de cégep, là, qui disaient: «Hey, on n'est pas des bébés, puis on a le droit de dire ce qu'on veut», là, tu sais, au sens où c'est quoi cette affaire-là de gardien, puis de safe, space, puis tout ça. Fait que ça avait été enlevé, mais c'est quand même symptomatique de quelque chose de plus présent à l'université qu'il y a 10 ans. Moi, il y a 10 ans, j'avais jamais vu ça, puis là, tout d'un coup, Société philosophique du Québec, c'est quand même sérieux, là, fait que c'était spécial. Ça, on voit ça de plus en plus, qui est plus une forme de scepticisme rendu là. C'est du dogmatisme, dans le mauvais sens du terme, là. Mmh. Puis là, j'aimerais bientôt aller à Thomas d'Aquin puis Aristote, mais par rapport à on a fait une grosse parenthèse, mais par rapport à ça spécifiquement, on dirait que oui, c'est du dogmatisme, mais on regarde comme dans une espèce de généalogie des idées, puis ça vient du scepticisme. On dirait que c'est comme, ben, vu qu'on n'est pas capable de trouver c'est quoi la vérité, ben, il y aura juste un affrontement de volonté contraire et puis, là, ça s'affronte, on peut plus parler. Donc soit tu crois, soit tu meurs Ouais, essentiellement. C'est comme il y a pas de dialogue possible parce qu'au final, on peut pas connaître la vérité, mais c'est quasiment rendu secondaire. Ce qui compte, c'est moi, je vais exercer ma volonté, mmh. puis on verra qui gagne, tu sais. On dirait on est rendu à ce stade-là, heu, Tu raison, de t'as de raison parce dans le monde que ça intellectuel. devient de la volonté de puissance au sens où si finalement il y a pas de critères objectifs pour juger, c'est qui va parler le plus fort. Tu sais, finalement, on dit mettons, prenons l'exemple, de l'idéologie trans, là, tu sais, on pourra pas définir ce qu'est une femme. Chacun définit ce qu'est une femme comme il veut. Bon, ben, là, tu sais, moi, de bord, je refuse qu'un individu avec un pénis, ce soit une femme. Tu sais, si on peut faire ce qu'on veut, tu sais, au sens où moi, je voudrais ça, là. Moi, Laurence, c'est ça que je dis. Mais là, toi, non. Et c'est ça, comme tu dis, il y a une volonté de puissance qui s'impose parce que c'est comme c'est sceptique, c'est relativiste, mais en même temps, il y en a qui ont raison puis il y en a qui ont pas de raison. Mais ça, c'est encore une fois, c'est un autre exemple, je pense, de ce qu'Aristote dit, là, que la vérité revient tout le temps, là, tu sais, qu'on est contraint par la vérité. C'est que le relativisme, tout le monde sait que c'est faux. Les gens finissent par dire, il y en a une vérité. En fait, le relativisme, tout le monde c'est faux, tout le monde sait que c'est faux. Certains l'utilisent comme une arme, c'est ça. Donc, oui, ben, c'est très, très intéressant de parler un peu de ton parcours universitaire puis de l'état actuel, de la philosophie, à l'université, dans l'académie. La raison pour laquelle je t'avais invité, Laurence, c'est parce que tu as une connaissance, tu connais infiniment mieux, Thomas d'Aquin que moi. Si tu devais t'adresser à quelqu'un qui connaît rien de Thomas d'Aquin, tu vas lui expliquer qui il était, un peu c'est quoi qui le distingue, sa pensée des autres et pourquoi on devrait s'y intéresser en tant que chrétien. Mmh. Si tu devais faire juste un petit, résumé concis, ce serait quoi? Bon, Thomas d'Aquin, c'est, un philosophe et un théologien, un dominicain aussi, là. Mmh, rejoint l'ordre des prêcheurs contre, la volonté de ses parents qui voulaient pour lui un rôle plus élevé dans la société. Les dominicains, c'est un ordre mendiant, là, puis pauvre, fait que c'était pas ce que ses parents souhaitaient. Heu, rejoint cet ordre-là, fondé par saint Dominique, intéressé par contempler et transmettre la vérité. C'est au siècle c'est 1200 environ, là, j'ai pas les dates exactes. Puis, pourquoi est-ce qu'un chrétien devrait s'intéresser à lui? Ben, je pense qu'une des citations, fascinantes, c'est Jean 23, là, si je me trompe pas, qui dit: «On apprend plus en une année avec Thomas d'Aquin que toute une vie avec tous les autres saints». C'est incroyable, là, comme citation, là, c'est pour montrer l'importance. Pourquoi il dit ça? Ben, je pense qu'il dit ça parce que,
Thomas d'Aquin est docteur de l'Église et même le docteur de l'Église, là, celui qui est privilégié. Il y avait la lettre encyclique Aeternis Patris qui remettait de l'avant notamment les études thomistes au début des années 1900 en mettant l'accent là-dessus. Tu sais que finalement, chez Thomas, on trouve tout l'enseignement de l'Église qui est argumenté, approfondi, fait que, en ordre aussi, hein, parce que sa somme théologique, l'objectif, c'était de dire, ben, il y a beaucoup de discours théologiques un peu autour, là. Moi, je vais essayer de mettre les questions en ordre naturel que quelqu'un ferait pour apprendre la doctrine de l'Église. Fait qu'il y a ça, pour un chrétien, c'est un incontournable de ce point de vue-là, parce que c'est ça, c'est se former dans sa foi le mieux, je pense, là, en lisant Thomas d'Aquin. Puis l'autre aspect qui est intéressant chez Thomas, c'est que comme c'est aussi un philosophe, hein, sa particularité à cette époque-là, ça a été de reprendre Aristote. L'aristotélicienne avait reprise pour différentes raisons, là, notamment les traductions, parce que Thomas d'Aquin ne lisait pas le grec, il lisait le latin, donc traduit par Moerbeke. Thomas d'Aquin, c'est ça, reprend la philosophie d'Aristote, puis de ce point de vue-là, ça nous donne une base vraiment rationnelle, par la raison naturelle, par l'expérience, pour dialoguer avec les autres. Pour un chrétien, c'est intéressant parce que on veut évangéliser, on veut dialoguer avec les athées, les agnostiques, les gens d'autres religions, puis on peut pas le faire à partir de la révélation, à partir de la Bible, il y adhère pas. Fait que Thomas d'Aquin nous donne des outils, nous donne une philosophie qui nous rend capable de discuter. Moi, c'est l'autre aspect que je trouve fondamental chez Thomas, là. Puis est-ce que tu sais, est-ce que tu as une connaissance aussi des auteurs de ses contemporains un peu à l'époque? Est-ce que tu peux dire un peu comment il était perçu? Qu'il était euh, quelqu'un qui était en continuité ou est-ce qu'il était un peu dissident à son époque? Mmh. C'est un gros contexte, là, l'époque, médiévale. Est-ce qu'il était dissident en continu? Mmh, ça dépend pour qui, là. Tu sais, il y avait une certaine continuité, là. Il y a toujours tous les bons philosophes ont eu des maîtres, là. Fait que lui, son maître, c'était, saint Albert le Grand, là, qui a beaucoup écrit, qui a beaucoup commenté Aristote lui aussi. Très intéressant, très bon. Hem, de la même façon qu'Aristote avait pour maître Platon, là, tu sais, ça, tous les grands philosophes ont de ce point de vue-là, il était assez, en continuité, là, assez docile. C'était un lecteur des pères de l'Église, incroyable, un lecteur incroyable. Il y a des livres où c'est juste lui qui note toutes les citations possibles des pères sur un passage, dans l'Évangile, là. Fait que c'est des livres complets de ça, là, où il fait juste noter qu'est-ce qui a été dit avant lui. Fait que de ce point de vue-là, c'est quelqu'un de très, ancré dans la tradition. Son intérêt pour Aristote a choqué un peu, par exemple, à l'époque. Parce qu'il y avait plusieurs débats avec Bonaventure, notamment, là, où une des choses qui choquait le plus, là, chez Thomas d'Aquin, c'était pas qu'il acceptait les arguments d'Aristote pour l'éternité du monde, mais c'est qu'il disait finalement qu'on peut pas prouver par la raison qu'il y a un début temporel. Ça ouvrait la porte à... C'est des choses qui choquaient à l'époque, là. Il y avait eu... Ça s'appelle les condamnations d'Étienne de Tempier. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. En 1277. Donc, Étienne de Tempier, qui était évêque, archevêque à Paris, quelque chose comme ça. Puis, qui avait écrit une liste des choses à condamner chez les philosophes. Parce qu'il y avait des dérives, là. Il y avait des philosophes qui, secrètement, étaient un peu en train de laisser tomber la foi, là, de défendre aussi une double vérité. Il y avait ça chez les Arabes, chez Averroès, puis d'autres. Cette idée finalement qu'il y a ce qui est dans la Bible, dans les Écritures, puis il y a ce que notre raison peut connaître, comme s'il y avait une double vérité, là. Je pense que Thomas d'Aquin le mentionne dans sa somme théologique à un moment donné. Il y a des gens qui pensent que selon la foi, je crois A, mais selon la raison, je crois le contraire de A C'est ou ça, c'est ça. quelque chose. Je pense qu'il mentionnait Ben, ça c'était quelque un part. fervent, combattant de Averroès, là, c'est ça, un musulman qui défendait cette idée-là. Averroès disait, tu sais, dans les Écritures, par exemple, on dit que Dieu est dans le ciel. Bon, le gars moyen, il prend ça littéral, mais le philosophe sait que bon, c'est un exemple banal, là, tu sais, parce que finalement, on est supposé comprendre que c'est une métaphore quand on dit que Dieu est dans le ciel. Anyway, c'est comme c'est des gens, c'est ça, qui défendaient. Il y a la doctrine des Écritures, puis il y a la doctrine finalement des sages, tu sais, qui sont capables. Puis ça, c'était une façon finalement de dissocier tranquillement la philosophie de la foi, tu sais, de faire un peu. Bon, fait que il y a Étienne de Tempier, il y avait cette peur-là. Il y avait cette peur-là à l'époque. De ce point de vue-là, il y avait une méfiance envers Thomas d'Aquin, qu'on oublie aujourd'hui parce que maintenant c'est le docteur de l'Église ou des choses comme ça. Mais pour certaines personnes, ils se méfiaient de Thomas d'Aquin à cause de son attachement à Aristote, qui est un philosophe païen, à cause beaucoup de ce qu'il a écrit aussi sur l'éternité du monde, sur cette idée que, contrairement à Bonaventure,
un franciscain contemporain de son époque. Bonaventure pensait qu'on pouvait démontrer par la raison qu'il y a un début temporel. Thomas d'Aquin disait, on ne peut pas démontrer ni qu'il y a un début temporel, ni qu'il y a un début, ni qu'il n'y en a pas un, que c'est éternel. Il disait que c'était de l'ordre de la révélation, comme la Trinité, là. On ne peut pas prouver par la raison naturelle que Dieu est trine, on ne peut pas démontrer le contraire non plus, là. Mais, fait que ça c'est ça. De ce point de vue-là, il y avait une certaine... C'est pas qu'il était en dissidence, je pense, là, mais les gens avaient une certaine méfiance. Les gens avaient une certaine méfiance pour les gens un peu trop près d'Aristote, un peu trop près de la philosophie païenne des Grecs. Mais avec le temps lui a donné raison, au sens où finalement l'Église, c'était providentiel, écrit de Chesterton, là, de ce point de vue-là, là, mais l'Église qui était un peu dans les nuages, qui était peut-être influencée plus par la philosophie platonicienne qu'aristotélicienne, simplement à cause de la transmission des textes. Platon était plus accessible à cette époque-là. Un christianisme influencé par le platonisme, ça a ses dangers. Parce que, par exemple, pour Platon, il y a un dualisme entre l'âme et le corps. C'est deux choses qui existent vraiment. Et le corps, la matière en général, pour Platon, est perçue comme corruptrice. Surtout chez les néoplatoniciens, ça empire. Là, il y avait un dédain du corps, il y avait un dédain de la matière. Chesterton va dire, avec Thomas d'Aquin, on a vraiment une réconciliation entre le monde spirituel puis le monde matériel. Thomas d'Aquin, en acceptant une doctrine aristotélicienne, qui est plutôt une doctrine où l'âme est la forme du corps, là, où il y a une unité entre le corps et l'âme beaucoup plus forte, où l'homme n'est pas seulement son âme, mais vraiment le composé des deux, ben, ça a ramené vraiment je dirais, un bon sens aussi dans le christianisme de cette époque-là, dans la théologie. Au final, ça a été providentiel, c'est ça, je pense, là. Puis c'est pour ça que l'Église l'a retenu comme le docteur. On a affaire à ce moment-là, je trouve, en tout cas, c'est ça qui est impressionnant dans le christianisme, le catholicisme en particulier, là. En fait, c'est vraiment propre au catholicisme, là, cette union entre la raison et la foi, entre aussi la vie matérielle et la vie spirituelle, là, qui est beaucoup plus forte que... Est-ce que tu pourrais développer un peu là-dessus la relation entre la foi et la raison chez Thomas d'Aquin? C'est quoi? Parce que là, on voit qu'il y avait certains penseurs qui disaient oui, les deux sont contradictoires, mais je crois aux deux en même temps. Ouais, Mais il y en a d'autres, ben là, c'est peut-être plus tard dans l'histoire, mais plus fidéistes, là. C'est comme, non, foi, on doit se tenir à la foi, puis toutes les, les, euh, les rationalistes, puis la science et tout ça, ouais, on doit pas écouter ça. ouais. C'est comme, comment, c'est ça, si tu avais à décrire un peu, c'est quoi ce concept-là chez Thomas d'Aquin? Notre raison doit pas non plus être orgueilleuse, là, au sens où la foi est comme un... Je le disais là, tantôt, là, la foi est comme un rempart pour notre raison, là. Normalement, que c'est ça. Un philosophe chrétien, c'est quelqu'un, tu sais, qui, quand il voit que qu'une chose est en train de contredire sa foi ou l'enseignement de l'Église, son réflexe, ça va être oups, tu sais, je devrais peut-être réviser mes choses. Ça veut pas dire, tu sais, il y en a qui vont me dire, ben là, coudonc, c'est ça, t'es prête à tout nier. Tu aurais l'évidence par ta raison que la foi est fausse, puis tu continuerais de croire, là. C'est pas ça. Je veux dire, si j'ai vraiment une évidence du style 2 plus 2 égale 4, là, c'est vrai, là, je laisserais tomber ma foi, là. Mais c'est plus de dire, tu sais, il y a des moments où on pense quelque chose, où on arrive à un argument, puis là, on dit, OK, tu sais, ça m'apparaît vrai, mais si la révélation dit autre chose, je suis peut-être mieux d'y repenser. Fait que c'est ça, c'est un garde-fou en ce sens-là. Fait que là, il y a ça d'une part, là, tu sais, que pour Thomas, tu sais, la foi était comme un prioritaire. Puis après ça, ben, il y avait quand même cette confiance en la raison, là, en la raison naturelle que Dieu nous a donnée pour connaître, tu sais, que notre raison, elle est faite pour connaître. Il parlait de la philosophie comme l'instrument de la théologie, la servante de la théologie. Parce que, ben, tu sais, il reste que, c'est ça, les gens qui disent qu'ils veulent pas se fier à leur raison naturelle ou qui veulent pas faire de philosophie. J'avais un ami qui disait, tu sais, no philosophy means bad philosophy, tu sais, au sens où ces protestants-là que je connais, justement, qui disent, non, non, moi, c'est juste les Écritures, c'est juste la révélation. Je fais pas ça, utiliser ma raison naturelle. Des fois, c'est comme, ben, c'est, tu lis le texte de la Bible, tu utilises ta raison naturelle. Tu sais, je veux dire, Exact. Mettons, ce que tu disais un peu plus tôt, OK, si j'étudie quelque chose, j'étudie différents points de vue, puis je me rends compte qu'il y a un point de vue qui contredit l'enseignement définitif de l'Église, ben là, je vais faire attention. Une analogie que j'avais entendue de quelqu'un, c'était comme si je passe un examen, mettons, je fais un examen, mettons au secondaire, là, on devait mettre le raisonnement en mathématiques. Je devais
arriver à la bonne réponse, mais je devais faire les bonnes démarches. Heu, si j'ai pas les bonnes réponses, là, je vais faire mes démarches et tout ça, puis, là, des fois, je vais avoir la mauvaise réponse, mais le prof va me donner des points avec ma démarche. Mais si j'ai les bonnes réponses, d'un coup, ça devient beaucoup plus facile pour moi de faire les bonnes démarches. C'est comme avec la bonne réponse, je sais où je m'en Oui. vais. Si j'ai la bonne réponse, beaucoup plus facilement, je vais faire les bonnes démarches, ça va être plus rigoureux. Mmh. Donc c'est un peu ça là, avec la foi catholique, c'est on a la bonne réponse à la fin. Donc oui, ça vaut encore la peine d'étudier. Puis en fait, ça aide à étudier parce que l'Église, avec l'Esprit Saint, peut connaître la vérité. Et puis, hem, mais on peut quand même approfondir cette connaissance de la vérité. C'est comme, ben, on va faire les bonnes démarches pour arriver à la bonne réponse. J'ai, il y a beaucoup cette, préjugé là que j'ai rencontré en philosophie. Les gens me disent que je peux pas être croyante et philosophe parce que la philosophie, ce serait chercher des réponses. En fait, c'est ça, c'est des questions, cherche, alors que, tu sais, quand tu as la foi, tu as trouvé déjà la réponse. Mais tu sais, c'est vraiment caricatural au sens où c'est comme de dire, tu sais, par exemple, moi, je dis à mes enfants ce qui est bien, ce qui est mal, là. Tu sais, comme là, mon fils m'a menti cette semaine. Une des premières fois qu'il me ment, là, je l'ai chicané pas mal. Puis, tu sais, je lui ai dit: «Mentir, c'est toujours mal, François. Puis tu vas briser la confiance, qu'on a envers toi. C'est très, très dommageable. Je veux plus jamais que tu me mentes». Tu sais, j'ai vraiment insisté là-dessus, là. Je pense que ça l'a bousculé, mais j'ai espoir que ça reste dans sa tête. Quand j'ai dit ça, tu sais, là, c'est que l'enfant, finalement, reçoit une réponse. Tu sais, le mensonge, c'est mal. Un jour, moi, je lui souhaite, tu sais, s'il a envie, de comprendre par lui-même pourquoi mentir, c'est mal. Ça va être une connaissance, plus, enracinée dans sa nature, plus complète et plus distincte. Mais tu sais, s'il veut, il peut aussi vivre sa vie en ne faisant juste me croire, tu sais, parce que je suis sa mère, je l'aime, puis là-dessus, je suis sûre à 100 d'avoir raison. Fait que c'est un peu ça, tu sais, au sens où les gens me disent: «Ah, tu sais, tu as la foi, fait que tu peux pas être philosophe». Non, mais tu sais, c'est qu'il y a plein de choses que Dieu a révélées. Fait que là, tu sais, j'ai la réponse à ce sujet-là, mais je sais que c'est une réponse d'autorité. C'est parce que je fais confiance en Dieu que je sais que c'est un je crois en son existence, je crois qu'il est bon et cetera. Fait que je vais croire ses paroles comme mon fils croit mes paroles à mais ça empêche pas ce cheminement par la raison comme philosophe que j'ai envie de creuser. Pas pour, douter de Dieu, pas pour douter de sa parole, sa révélation, mais parce qu'au contraire, j'aime tellement sa parole, j'aime tellement ce qu'il me dit que je veux la comprendre le plus possible. Tu sais, si c'est possible par ma raison naturelle, je vais le faire. Je vais le faire, puis ça va être encore plus Mmh. clair pour moi. Ça va être j'avais un prof qui disait: «Puis après ça, je vais pouvoir dire aux gens autour de moi pourquoi, Dieu a raison». Tu sais, un peu comme mon fils, tu sais, quelqu'un pourrait rire de lui à l'école: «Hein, ta mère dit que mentir, c'est toujours mal, mais elle exagère». Ben, tu sais, si mon fils approfondit ce que je dis, il pourrait leur rétorquer, il pourrait leur répondre un jour, adolescent: «Ben non, mais elle a raison pour telle, telle raison». Fait que c'est ça, il y a ça d'une part, puis après d'autre part, il y a plein de choses qui sont pas dans la révélation au sens où, tu sais, moi je m'intéresse beaucoup, c'est ça, comment est-ce qu'on peut montrer qu'il y a de la finalité dans les choses? Est-ce qu'il y a du hasard ou c'est quoi la matière? C'est quoi le temps? Tu sais, je veux dire, il y a pas de définition à strictement parler de tout ça dans de la matière, du temps, puis il y a plein de questions que Dieu a laissées en suspens pour nous, puis qu'on peut découvrir par notre raison. Pourquoi il ne l'a pas révélé? Parce que c'était pas nécessaire à notre salut. Non, c'est la révélation, c'est la connaissance des choses nécessaires à notre salut. Thomas d'Aquin va dire que la théologie, en ce sens-là, est à la fois spéculative, là, c'est-à-dire une connaissance voulue en elle-même qu'on contemple, et pratique. Elle est toujours les 2 parce que, tu sais, c'est que quand tu fais de la théologie, c'est pour connaître Dieu, là, connaître pour le connaître, puis tout ça, mais c'est aussi pour ton salut. C'est pour ça que la révélation, c'est surtout sur qui est Dieu et qui est l'homme par rapport à Dieu et la morale. C'est qu'est-ce qu'il faut faire en morale pour aller vers Dieu. Tandis que, tu sais, c'est ça, tout ce qui concerne, par exemple, la philosophie de la nature que j'ai étudiée dans la physique d'Aristote, tu pas, théoriquement, tu pas besoin de ça pour être sauvé, là. Ben, en fait, tu pas besoin de ça pour être sauvé. Tu sais, tu pas besoin d'avoir lu la physique d'Aristote, heu, c'est ça, pour ton salut. Mais moi, ça m'intéresse. De la même façon que c'est ça, de la même façon qu'un enfant, il pourrait obéir à ses parents, puis il mènerait une très bonne vie, là. Tu sais, s'il y a des bons parents, là. Ou il peut essayer d'approfondir, puis de comprendre pourquoi ses parents disent ça. Pas en esprit de dissidence, mais vraiment en esprit d'étonnement et d'émerveillement. Moi,
C'est plus ça. Puis il y a un auteur, Joseph Pieper, qui dit « Loin de d'éteindre le désir de connaître, la religion l'augmente à proprement parler. » S'émerveiller. Les Grecs, ils parlaient de l'étonnement comme un... C'est tomatzein, le verbe, là. C'est un coup de... C'est ça, c'est de l'émerveillement, c'est une foudre, en quelque sorte. Là. Ben, même le mot français étonné vient du tonnerre. Fait que normalement, c'est ça, c'est que tu es émerveillé devant le monde devant toi, tu le trouves beau. Camus disait que la philosophie venait de l'angoisse, mais il n'y a rien de plus faux, là. La philosophie vient de l'émerveillement devant la réalité. Pas d'une peur primaire qui mène au contraire à une vie pratique. Là. Il faut que je règle mes affaires pour que ma vie aille bien puis que je sois heureux. Tout ça. Non, non, c'est l'émerveillement devant la création. Puis ça, je pense que quelqu'un de religieux qui a la foi, qui n'est pas pharisien, parce que je veux dire, c'est clair qu'il y a le danger de devenir pharisien quand on est religieux. Quelqu'un qui n'est pas pharisien, qui reste dans l'étonnement, l'émerveillement, c'est un bon moteur pour devenir philosophe, je pense. Juste, qu'est-ce que tu entends dans ce contexte-là par pharisien? Ben, les pharisiens ressemblent beaucoup, on a parlé plutôt des sophistes, là. Moi, je trouve qu'un pharisien ressemble beaucoup à un sophiste. Tu sais, au sens où un pharisien, tu sais, dans la Bible, à un moment donné, Jésus leur dit ça, je trouve ça fort. Il leur dit, parce que vous dites que vous voyez, vous êtes aveugle. Si un jour vous disiez, je ne vois pas, tu sais, vous pourriez recevoir la vue. Au sens où c'est des gens qui sont convaincus de tout comprendre, de tout savoir, puis ça fait en sorte que justement, ils n'ont pas la capacité de reconnaître le Messie devant eux. Ils ne sont pas capables de reconnaître que Jésus est Dieu ou des choses comme ça parce qu'ils pensent déjà tout savoir. Ils pensent maîtriser la révélation, je pense. Là. Ils pensent maîtriser la connaissance de Dieu. Ça fait en sorte qu'effectivement, ils n'ont plus de questions, ils n'ont plus d'émerveillement. Moi, je pense. Ça ressemble... C'est de la... Je trouve les pharisiens très double ignorants. Là. Ils pensent savoir alors qu'ils ne savent. Puis ça me paraît être le sens, en tout cas un des sens possibles de ce que le Christ leur dit. Là. Parce que vous dites, vous voyez, votre péché demeure. Parce que vous dites, ah, ça reste. Ou la même, le Christ leur dit souvent, les prostituées vous précéderont dans le royaume des cieux. Pourquoi il leur dit ça? Parce que souvent, ça retouche à ce que tu as dit tantôt sur la personne humble qui travaille puis qui a une petite vie ou des choses comme ça. Ben, les gens, tu sais, des fois, qui ont pas grand-chose, tu sais, une prostituée, ça a pas grand-chose, ça connaît pas grand-chose. Ben, ça le sait que c'est tu sais, une prostituée sait qu'elle est petite. Moi, j'en ai rencontré des prostituées en Italie, là, on faisait le tour la nuit là, avec des gens. Tu sais, il y a toutes sortes de mauvaises mœurs puis tout, mais elles le savent qu'elles sont indignes. Tu sais, on arrivait là avec un prêtre, puis t'es comme, je préférerais qu'un prêtre me touche pas, là, je suis tellement indigne, genre, puis tu sais, elle s'excusait, tu sais, on fait ça, au début, on pensait qu'on allait faire de l'argent, là, on est comme pogné là-dedans, ou des choses comme ça. Tu les sens prêtes à accepter leur sauveur, là, tu sais, comme au sens où plus facilement que d'autres, des fois, plus facilement, justement, que... Il y a une belle citation, Thomas d'Aquin, il cite ça, je sais plus si c'est dans ses passages sur l'orgueil, dans la Somme théologique, je pense que oui. Il cite Saint-Augustin. Saint-Augustin dit, ces gens-là parlent tellement du ciel qu'ils pensent y être déjà. Tu parles tellement des choses élevées, des choses spirituelles, parce que tu parles de ça, parce que tes mots sont sur ce sujet-là, tu penses que tu es déjà arrivé au ciel. Tu sais, il y a quelque chose de ça là, dans les pharisiens. Ils sont tellement dans les choses de Dieu qu'ils sont convaincus d'être en relation avec Dieu, mais finalement, c'est comme une illusion. Un peu comme quand ils donnent ils consacrent tout leur argent au temple, puis ils en laissent plus pour leurs parents, et Jésus les reprend sévèrement là-dessus. Non, c'est vraiment très intéressant. Il y a quelque chose que tu as dit tantôt, c'est ça, les pharisiens qui pensent comme maîtriser les choses de Dieu, maîtriser les choses saintes. Je suis pas vraiment je suis vraiment pas un expert en histoire de la philosophie Mhm. catholique, là, mais j'ai cru comprendre que dans les décennies qui ont mené jusqu'à Vatican II, puis dans le contexte du néo-thomisme, il y a certaines personnes qui trouvaient que le thomisme, ou du moins le néo-thomisme, c'était un peu devenu ça. C'était un peu devenu comme on chosifie, on mécanise la grâce, on traite Dieu comme
un sujet scolaire, dont on comprend les moindres réglages, les moindres mécanismes, puis, c'est rendu très rigide. Est-ce que tu as est-ce que tu as une compassion avec cette critique-là ou est-ce que tu pas d'accord? Oui, mais je pense que ça explique aussi la méfiance qu'ont les gens envers Thomas d'Aquin, là. J'ai fréquenté longtemps l'église Thomas d'Aquin à Québec, puis s'il y a bien une église où les gens ne lisent pas Thomas d'Aquin, c'est l'église de Thomas d'Aquin, là. C'est que c'est des gens, tu leur demandes c'est qui leur saint préféré, puis ils vont aimer plus les simples, là, tu sais, justement comme la petite Thérèse qui est très populaire. Puis Thomas, on va s'en méfier à cause de ce que tu dis, là, tu sais, qu'on a l'impression qu'il réduit le mystère, qu'il met Dieu dans des cases ou des choses comme ça. Puis je comprends d'où ça vient au sens où la tradition thomiste dans laquelle je me suis insérée là, à l'Université Laval était beaucoup critique de ça. D'une époque où on prenait Thomas d'Aquin, puis on le découpait, tu sais, au sens où les gens se mettaient à lire juste normalement, quand on prend la somme théologique, là, pour quelqu'un qui ne l'a jamais lu, là, c'est bon de l'expliquer, mais on prend la somme théologique, c'est divisé en questions. Fait que, mettons, on peut prendre la question sur Dieu ou sur l'âme, ou, tu sais, par exemple, c'est ça. Est-ce que Dieu est vivant? Prenons celle-là. Là, tu sais, il y a une question, c'est est-ce que Dieu est vivant? Puis ça se découpe en articles, différents articles. Est-ce que toutes les choses naturelles sont vivantes? Est-ce qu'il y a une hiérarchie dans le vivant? Tu sais, c'est comme différentes sous-questions. Puis à chaque article, ça commence par des objections. Ben, donc Dieu n'est pas vivant parce que pour être vivant, il faut croître, puis Dieu ne croit pas. Pour être vivant, il faut une âme, hein, l'âme est principe de vie, puis Dieu n'a pas d'âme. Fait que, tu sais, c'est des objections comme ça pour nous faire réfléchir. Puis à la fin, après ça, Thomas d'Aquin donne sa réponse. Là, par exemple, il va dire oui, Dieu est vivant parce que, tu sais, la vie se caractérise par opérer par soi-même. Puis en fait, l'être qui opère le plus par lui-même, c'est Dieu. Puis après ça, il va répondre aux objections. Fait que c'est vraiment toujours ça. Le corps de l'article, le respondeo, hein, je réponds en latin. Puis après ça, les solutions aux objections. Il y a des gens, à une certaine époque, qui, par paresse, parce que ça va plus vite, des juste les réponses. Tu sais, tu prenais un manuel thomiste, parce qu'il s'est mis à avoir des manuels thomistes à une certaine époque. Puis là, tu lis plus Thomas d'Aquin directement. Tu as des cours sur Thomas d'Aquin, mais tu lis jamais Thomas. Tu lis pas la Somme, tu lis pas ses commentaires d'Aristote, tu fais juste lire des manuels dans lesquels on te résume, on te recrache la pensée de Thomas, qui est simplifiée et qui est pas problématisée. Puis ça, en philosophie, il n'y a rien qui tue plus la philosophie que de pas problématiser, tu sais, de pas passer par cet engourdissement dont parle Socrate, là, qui est hey, je suis mêlé, il y a tellement d'objections, je sais plus comme je suis même plus sûr de savoir où est la vérité. Puis il y a rien, tu sais, j'avais connu un gars comme ça, il me disait moi j'aime beaucoup la somme théologique, mais je lis jamais les objections, je lis toujours les réponses. Ben, c'est la meilleure façon de jamais comprendre Thomas d'Aquin puis de jamais comprendre véritablement le sujet dont il parle. C'est comme quelqu'un qui fait des cours de mathématiques puis qui passe son temps à aller voir le corriger sans laisser son esprit baigner un peu dans le problème, là. Tu sais, Aristote dit, c'est comme marcher sans savoir où tu vas si tu n'as pas bien examiné le problème. Ou il dit, c'est comme essayer de défaire un nœud, tu sais, quand on a une corde, ou moi j'avais mes écouteurs avant, quand on avait des écouteurs avec des fils qui s'en mêlaient tout le temps, c'est comme essayer de défaire un nœud sans l'avoir examiné. Tu peux pas comprendre sans avoir pataugé dans le problème un peu. Fait que moi, je pense que c'est de là aussi qu'il y a eu un dégoût d'un certain néotomisme. La tradition de Laval, d'où je viens d'ailleurs, ce qui la caractérise, c'est d'avoir balancé les manuels à la poubelle. La plupart des manuels thomistes ont été rejetés et les profs disaient on va lire Thomas d'Aquin directement. Ça va être difficile, des fois on va être plus perdu, parce que dans la somme théologique, c'est pas si pire, là, il y a 3 objections, la réponse, les solutions. Quand tu prends les questions disputées, des fois il y a 20 objections. Donc là, c'est long là, d'étudier ces objections. Ils ont dit même, on va lire les commentaires. Moi, je suis spécialisé plus dans les commentaires, d'ailleurs, de Thomas d'Aquin. Les commentaires de Thomas d'Aquin à Aristote. Et là aussi, il y a plus de problèmes. Là aussi, il y a plus de stock. Parce que la somme théologique pour Thomas d'Aquin, c'est du petit lait. Il dit ça au début. Il dit c'est du petit lait, là. C'est de la petite nourriture pour ceux qui... Bon, aujourd'hui, on trouve ça drôle parce que on est tellement rendu inculte, entre guillemets, là, en théologie puis en philosophie, que c'est hyper difficile. Pour Thomas d'Aquin, c'était comme un petit résumé. Somme, ça veut dire ça. Ça veut dire résumé.
Puis il dit: «C'est du petit lait». Ses autres œuvres, là, tu sais, Questions disputées, c'est 1000 fois plus difficile. Ses commentaires, c'est de beaucoup plus difficile, mais c'est aussi de beaucoup plus complet, je pense, pour sa philosophie au moins. Peut-être, ben, en fait, moins pour sa théologie parce que c'est des commentaires philosophiques, ceux d'Aristote. Mais c'est ça qui a mené à scléroser le thomisme. Puis même à l'époque où, juste avant Descartes, il y avait une scolastique de la même façon sclérosée, où on se met à enseigner juste les réponses. Ce qui est contraire à la philosophie. Tu sais, Platon, justement, ses Ouais. dialogues, c'était pas ça. Aristote, c'était pas ça. Aristote aussi, il y a toujours beaucoup d'objections, d'arguments dans un sens, dans l'autre. Ça me fait penser, j'ai connu des gens, je veux dire, euh, je suis déjà allé pendant plusieurs années, je suis allé à la Fraternité Saint-Pédis, puis là aussi, à la Fraternité Saint-Pierre aussi, en ligne aussi, on voit ça. Mais des fois, des gens qui sont des ardents, puis peut-être que moi, il y a eu des périodes où j'ai agi comme ça aussi. Des gens qui disent: «Ah, j'aime beaucoup Thomas d'Aquin», puis tout ce qu'ils font, c'est juste dire: «Non, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai parce que Thomas d'Aquin le dit» ou «J'ai lu ça dans un manuel, c'est ça que ça dit», c'est ça. C'est comme on finit par, c'est ça, déproblématiser la pensée de l'auteur. C'est rendu tellement comme, juste une espèce de machine, genre, OK, je mets une question, puis, là, il imprime la réponse. Comme c'est comme, heu, la somme, c'est comme le ChatGPT aller chercher la question, puis c'est sûr que parmi les milliers de questions, il doit y avoir la mienne et après ça, je vais avoir la réponse, parfaite. C'est comme il y avait ce traitement-là, puis c'est ça qui m'a poussé à poser cette question-là. C'est comme, on dirait qu'il y a cette tentation-là chez les, amateurs de Thomas d'Aquin, chez ceux qui ne jurent que par Thomas d'Aquin. Il y a cette tentation-là de comme, la somme, c'est ça, en ChatGPT, de la foi catholique. Puis je trouvais ça un peu problématique, mais je trouve que c'est très intéressant. Ce que tu dis, s'il y a une période où on a, c'est ça, réduit Thomas d'Aquin à juste des Mais manuels c'est une et tentation, selon toi, c'est c'est une tentation constante dans l'histoire de la philosophie, dans les faits. Pourquoi Platon a écrit des dialogues? Pour pas qu'on fasse ça avec sa pensée, pour pas qu'on fasse des manuels avec sa pensée. Tu sais, c'est vraiment il l'écrit dans la lettre 7 là, qu'on a on a quelques lettres de Platon. Puis, c'est ça, c'est pourquoi il fait ça? C'est parce que il veut pas, tu sais, qu'on prenne son truc puis que la pensée meure, parce que c'est comme une mort de la pensée quand, tu sais, tu prends un texte puis tu ne le fais que le répéter comme un perroquet. Puis l'homme, j'avais un prof qui disait ça, tu sais, c'est l'homme est un répéteur, là, tu sais, au sens c'est normal, c'est comme ça qu'on apprend. On dit que dans le règne animal, l'animal qui imite le plus, c'est le singe, là. Le singe imite les comportements de ses parents. Mais en fait, c'est l'homme qui imite le plus, là. On imite, on répète. C'est pour ça aussi que Platon passe son temps à parler de double ignorance. Puis c'est ça, Thomas d'Aquin, il y a cette volonté-là de certaines personnes, tu sais, de le prendre, puis de dire, de juste connaître ce qu'il dit, puis de le répéter, mais ça occasionne plein d'erreurs, là. Tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent, là, tu sais, finalement, de parler à quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il dit, là. Il suffit de quelques questions, puis cette personne-là se fâche, comme dans les dialogues de Platon aussi, quand Platon remet en question. C'est ça, elle a pas envie d'être prise au dépourvu, mais la question que la personne devrait se poser, c'est: «Est-ce que tu veux connaître ou tu veux juste citer Thomas?» Tu sais, au sens où tu veux te promener partout puis dire, que toi, tu connais Thomas, ou tu veux vraiment connaître? Parce que si tu veux connaître, tu vas les lire, les objections, là. Ça va te fasciner. Tu sais, c'est comme les gens fascinés par les mathématiques ou par la physique, et tu sais, ça les intéresse les problèmes, là, puis passer une journée, 2 journées à y penser, puis à se le remettre en tête. Thomas d'Aquin va dire: «Le philosophe est comme un avare par rapport à la vérité». Tu sais, les avares, ils comptent leurs sous. Moi, j'avais une amie comme ça, tu sais, tu faisais de l'auto avec elle, puis après ça, elle te divisait ça, genre, à l'essence. Fallait que tu lui donnes 12,76 là, tu sais, ça avait juste pas de sens. Mais Thomas, il dit: «Le philosophe est comme ça par rapport à la vérité. Il veut tout compter, il veut tout avoir, là. Après ça, il faut discerner. À un moment donné, tu peux pas tout faire dans la vie, puis des choses comme ça, mais puis c'est ça qui est intéressant aussi dans la tradition dans laquelle je suis, qui se dit aristotélico-thomiste, là, parce qu'aussi les thomistes que tu décris, que j'ai rencontrés aussi par ailleurs, c'est souvent pas des lecteurs d'Aristote, parce qu'Aristote est difficile à lire, c'est pénible ou des choses comme ça.
Mais lire Aristote, c'est intéressant. Ça permet vraiment de retourner aux sources de ce qui intéressait Thomas, de là où il a pris sa pensée, de voir comment il la commente aussi. Ça élabore beaucoup. Là. Moi, je trouve les commentaires de Thomas plus fascinants encore que sa somme théologique, là, d'un point de vue philosophique. Je trouve ça très, très riche. Je sais pas, c'est comme une tentation constante. C'est constant, je la comprends. Moi, j'ai été victime aussi de ça. Là. À un moment donné, on a envie de savoir, on a envie d'aller plus vite. Mais c'est ça, c'est que c'est pas... sur le long terme, c'est pas bénéfique. Là. C'est par là que s'introduisent tranquillement. Quand tes fondations sont pas bonnes. Ça fait penser à l'évangile du semeur. Là. Les graines ont été semées, ils ont poussé, mais la terre était peu profonde. Fait qu'ils n'ont pas pu croître comme elle devait. Tu lis Thomas, tu deviens rapidement savant, mais si tu t'intéresses pas aux objections, c'est comme si ta terre est pas profonde. Là. Puis peut-être ça pourrait être la dernière question parce que je vois le temps filer, mais selon toi, s'il y avait parce que là, Thomas d'Aquin, c'est un système avec beaucoup de concepts. Là, on parle, tu sais, il y a la puissance, l'acte, les 4 causes ou 5 causes, il y a toutes sortes de principes. Il y a foi à la raison, bon, les preuves de l'existence de Dieu a priori, a posteriori. S'il y avait un concept ou un ou 2 là, on faut pas être strict, mais que tu penses que, on pourrait ramener de Thomas d'Aquin, des concepts que peut-être on a oubliés, peut-être qu'on a délaissés, heu, qui sont présents chez Thomas d'Aquin, puis qui, selon toi, pourraient être ramenés sans tomber dans une approche juste, purement instrumentale, là, mais comme qui pourrait être utile et bonne pour la société, qui pourrait nous aider à penser plus clairement. Ce serait quoi si tu avais à nommer un ou deux de ces concepts? Euh, ben, un concept, c'est ça. Un concept, c'est simplement la réalité abstraite, là. C'est-à-dire qu'on regarde le singulier, puis ce qui se passe dans le monde, par exemple, les différentes amours qu'on peut ressentir, puis on est capable de voir ce qui est commun, puis de dire l'amour, c'est ça. Puis là, on dit qu'on forme un concept, le concept de l'amour. L'amour comme universel s'appliquant à tout. Fait que, bon, ça étant dit, quel aspect de la réalité, moi je le dirais plus comme ça, là, pour vraiment insister. C'est pour ça qu'on dit qu'Aristote et Thomas sont des réalistes, là, pour insister que ces concepts-là, c'est pas dans les nuages, c'est pas des choses construites, mais jamais la philosophie grecque, c'est pas de la construction, contrairement à d'autres philosophies plus modernes. Quel aspect de la réalité les gens connaissent? J'avais un prof qui disait ça, puis je pense qu'il a raison. Moi, je commencerais par la nature. Je commencerais par qu'est-ce que c'est un être naturel? Qu'est-ce que c'est une nature? En quoi c'est lié à la finalité? Parce que je pense que nos problèmes en morale, par exemple, viennent beaucoup du fait que les gens ne comprennent pas que les choses ont de la finalité. Tu sais, au sens où les gens, par exemple, vont dire aujourd'hui que le sexe, c'est pour le plaisir, mais c'est complètement absurde. Tu sais, au sens où toute activité humaine, tout organe humain, chose naturelle, existe en vue de quelque chose. Et quand ce bien-là est atteint, on ressent du plaisir. Tu sais, par exemple, je mange pas pour le plaisir. Tu sais, on mange pas pour le plaisir, pour se nourrir. Par ailleurs, comme c'est notre bien de se nourrir, on a du plaisir. Le plaisir s'ajoute à l'activité, s'ajoute au bien. Il parachève le bien, dit Aristote. Fait que c'est la même chose, mettons, pour la sexualité. La sexualité, ça n'existe pas pour le plaisir abstraitement, arbitrairement, n'importe quel plaisir. Tu sais, c'est complètement fou de penser comme ça. Et on pourrait dire la nourriture nourrit notre individu, ben, la sexualité nourrit l'espèce, tu sais, au sens où tout simplement, visiblement, si les gens se reproduisent pas, il n'y a plus d'espèce humaine. La première finalité de la sexualité, après ça, il y a l'union des époux, là, mais la première finalité de la sexualité, c'est tout simplement la reproduction. C'est simple, mais les gens... Fait que cette idée-là, tu sais, que la nature est en vue d'un bien, elle existe, elle est dirigée vers un bien, tu sais, si on arrivait à retrouver cette idée-là, il y a beaucoup de choses qui s'éclaireraient aujourd'hui. Beaucoup de choses en morale qui reprendraient son sens. Les gens capotent, là, tu sais, qu'on puisse nier que les actes homosexuels, ce soit légitime. Aristote dirait contre nature. Pourquoi contre nature? Parce que c'est contre la finalité de la sexualité. C'est contre nature
de se goinfrer parce que contre la finalité de la digestion ou je sais pas. Tu sais, au sens où on retrouverait beaucoup de sens si on retrouvait cette idée que la nature est orientée en vue d'un but, puis de comprendre la nature aussi, que les choses ont une nature, tu sais, que l'être humain, c'est pas du n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi que tu veux. La féminité, la masculinité, c'est pas n'importe quoi. Je pense que c'est ça. J'avais un prof qui disait la plus grande erreur de la modernité, c'est de nier que les choses aient une nature et de nier ensuite la finalité des choses. Donc moi, je pense que c'est ça. Quel profit retire quelqu'un aujourd'hui à étudier Aristote et Thomas? C'est beaucoup ça. Puis c'est ça qui a changé ma vie aussi, de penser que les choses sont ordonnées, ont une finalité, que j'ai une raison. C'est pour ça que j'ai arrêté de fumer du pot, là. Tu sais, quand j'ai découvert, tu sais, dans le fond, j'ai une raison que n'ont pas les animaux, c'est malade. J'ai arrêté de fumer du pot avant d'avoir la foi. Puis j'ai arrêté de fumer du pot parce que j'ai dit, j'aime ben trop ça, l'activité de ma raison. Tu sais, je sens que je suis faite pour raisonner, je suis faite pour penser. Puis j'ai pas envie que mon esprit soit obscurci par des substances. Fait que j'ai arrêté de fumer du pot comme ça. Fait que ça, la nature, la finalité, là, je trouve, c'est vraiment central, là, tu sais, d'un point de vue philosophique, là. Pas besoin de la révélation, là. Ben, c'est drôle parce que des fois, les gens, ils ont peut-être une mauvaise notion, puis je pense que c'est vraiment important ce que tu touches, c'est comme la nature. Mettons, ils vont dire, ben, l'homosexualité, ça arrive dans des animaux qui font ça. La nature, c'est ce qui arrive dans la jungle ou dans la forêt, là. Dépendamment de toute civilisation, c'est la nature. Mais c'est pas ça, la nature. Puis là, peut-être tu l'as expliqué, puis tu peux l'expliquer mieux que moi. C'est ce qu'une chose est et pourquoi elle est. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que juste. C'est un Ouais. retournement, on voit ça beaucoup chez Jean-Jacques Rousseau, là. Jean-Jacques Rousseau associe la nature à l'origine. L'homme serait pleinement sa nature à l'origine, avant les sociétés, à l'état de nature, qu'il va dire. Là, il va inventer un état de nature comme si les hommes avaient été comme indépendants les uns des autres, puis il va essayer de réfléchir à ça. Puis il va beaucoup lier aussi cet état de nature-là à l'animalité, là. Finalement, on serait plus... Si c'est l'origine, tu sais, si je prends mes enfants, mes bébés, tu sais, mes bébés sont plus proches de l'animalité que moi, je l'espère, qu'un adulte. Parce que c'est ça, parce qu'au début, c'est bien normal. T'es un corps, t'es un animal. Tu sais, au début, un bébé, ça boit, ça fait caca, ça dort. Tu sais, c'est très animal. Puis Rousseau a l'impression que la nature, c'est l'origine. Puis aujourd'hui, on argumente beaucoup de faits comme ça, hein. Moi, ça me fascine tout le monde sait que la nature, c'est important puis qu'il faut suivre la nature. Encore une fois, c'est comme une vérité sous-entendue que tout le monde sait. Puis dans les études du genre, ils vont essayer de me prouver la légitimité de la théorie du genre en essayant de montrer que c'est naturel, que les animaux, comme tu dis, feraient ça, qu'il y aurait de l'homosexualité chez les animaux. Il y aurait des hippocampes qui porteraient, tu sais, mâles qui porteraient les bébés, qu'il y aurait une fluidité chez je sais plus quel poisson, tu sais, bon. Fait que là, ils vont essayer de faire ça ou de montrer que tout ça existe depuis la nuit des temps chez les civilisations peu civilisées, ce qui est une autre façon de remonter à la nature, avant la civilisation, avant les sociétés modernes. Fait que tout le monde sait que c'est comme la nature est importante, mais c'est ça, c'est vraiment... c'est oublié. Aristote dit que la nature, étymologiquement, ça veut dire naissance. C'est le même mot, la même étymologie que nativité, là, comme à Noël aussi. Noël aussi, nativité, nature. Ça vient du latin. En grec, le mot physis, qui veut dire nature, comme dans le mot physique. Physis venait de croissance, mais une croissance qui est comme une naissance, un peu, tu sais, comme le bébé qui croît dans le ventre de sa mère, là, à partir d'un autre être. Fait que cette idée-là, dit Aristote, nous montre que la nature est plus le terme que le point d'origine. C'est plus là où s'en va la chose. Parce que la naissance, quand on pense à ce mot-là, on pense surtout à le bébé qui arrive, le terme, plus que l'origine du bébé. Là, c'est le bébé qui sort du ventre. Fait que là, il dit, la naissance désigne plus ce qui est par en avant, on pourrait dire, là, ce qui est là vers quoi la chose est ordonnée, la forme que la chose doit acquérir. Par exemple, quand quelque chose devient un être, là, une substance se met à exister. Il n'y avait rien, puis là, tout d'un coup, il y a un être humain, il y a un chat, il y a un chien, peu importe. C'est surtout ça, c'est ce qui va acquérir. C'est pour ça même qu'on va dire, peu importe, là, mais j'allais m'égarer, mais c'est ce point d'arrivée-là. Puis là, Aristote va finir par dire, de ce point de vue-là, que l'homme est par nature politique, contrairement à Rousseau ou Hobbes ou d'autres auteurs comme ça. C'est-à-dire,
l'homme n'est pas pleinement homme quand il est dans le bois tout seul. Il est pleinement homme quand il réalise toutes les capacités à l'intérieur de lui. Seulement possible dans la cité civile. Tu développeras pas le langage, tu développeras pas la pensée, la musique, les arts, la religion, la prière, si t'es tout seul dans le bois. Mais c'est ça à quoi t'es appelé, puis c'est là que ta nature se réalise pleinement. Fait que il y a ça, là, tu sais, quand... C'est ça. Fait que tu disais, tu sais, les gens pensent à la nature, pensent aux animaux. C'est ça, c'est comme un peu... Encore une fois, c'est parce qu'ils ne voient pas que la nature est ordonnée vers quelque chose, je pense. Puis qu'en ce sens-là, le terme est plus nature que le point de départ. Puis, si je me trompe pas, Jean-Jacques Rousseau ou un autre penseur pensait que, ben, en fait, ça, il y a le contrat social, si je sacrifie ma liberté pour vivre, pour avoir les avantages de la vie en société, tu sais, c'est comme là, je sors de mon état de nature. Mais en réalité, si j'étais complètement seul, puis mettons, n'importe qui a été seul, qui a été isolé, tu sais que, en fait, la solitude, ça ressemble plus à une prison. On est prisonnier de notre solitude parce que on n'est pas libre. La liberté, c'est pas juste faire tout ce qu'on veut sur le moment. Il y a quelque chose de plus profond. Comme accomplir notre nos aspirations les plus profondes et les plus nobles en tant qu'être humain. C'est une définition beaucoup plus excitante puis belle. Il me semble qu'il y a plus de bon sens de la liberté. Ouais. Ben, celui dont tu parles, c'est que je vais... c'est que je vais... je vais abandonner une certaine liberté si l'autre abandonne aussi une certaine liberté. C'est Hobbes, là, puis il disait l'homme est un loup pour l'homme. C'est ça sa vision, là. Tu sais, que finalement, par définition, on est des individus, mais tu sais, on se rend compte que, tu sais, finalement, toi, tu veux me voler, moi, je veux te voler. Tu sais, on sait mieux comme de se mettre d'accord que personne va se voler, puis on va vivre en paix. Tu sais, c'est comme un moindre mal. Il y avait déjà ça décrit à l'époque Mhm. de Platon, dans La République. Ouais, dans la Ouais, République. dans un de ses interlocuteurs, Thrasymachus, qui défend une vision vraiment semblable. Glaucon aussi raconte un discours aussi comme semblable à ça. Puis cette idée aussi, c'est que, tu sais, dans la République, il est dit, si on avait un anneau qui nous rendrait invisibles, capable de commettre les injustices comme on veut, qui a été une idée reprise dans Le Seigneur des Anneaux. Mais si on pouvait avoir un anneau qui nous rend invisible, on ferait n'importe quoi puis ce qu'on veut, parce que c'est ça qu'on voudrait véritablement, être un tyran puis prendre tout pour nous. Alors que c'est ça, comme tu dis, c'est une vision tellement individualiste puis tellement à l'encontre de ce qui fait notre bonheur. Tu sais, ce qui fait notre bonheur, c'est pas les biens matériels qu'on peut accumuler, et c'est de connaître puis de connaître des personnes, moi je dirais même, tu sais, au sens où comme connaître Dieu, c'est pas comme connaître 2 plus 2 égale 4, c'est connaître une personne. J'ai un ami, Simon Lessard, le frère Simon Lessard, qui dit finalement, tu sais, le bonheur, c'est une amitié. Tu sais, c'est une amitié ultimement avec Dieu. Mais je pense que on a déjà le reflet de ça c'est l'amitié qu'on vit avec les autres hommes, là, les autres femmes, les autres hommes. Aristote disait l'amitié est non seulement nécessaire, mais c'est ça, elle est incontournable pour être heureux, là. On est fait pour ces relations-là, naturellement. Puis c'est ça en quoi consiste notre bonheur. Puis ça aussi, ça nous montre que la nature humaine, elle est appelée à quelque chose. Elle est appelée à se civiliser. Il n'y a rien de plus dangereux que des opinions comme Rousseau qui nous dit que, tu sais, finalement, la société, ça fait juste corrompre notre véritable nature. Non, non, tu sais, je comprends qu'il y a des mauvaises sociétés. Notre société actuelle corrompt beaucoup sous plein d'aspects, mais de dire après ça que la civilisation en soi corrompt l'être humain, puis qu'on était mieux tout seul à l'état de nature, qui est une fiction, parce que ces philosophes-là, Hobbes, Rousseau, ne font qu'imaginer un état de nature, là. Tu sais, une des preuves que c'est pas naturel, c'est que c'est jamais arrivé, là. C'est même les sociétés primitives, même Aristote dit, tu sais, il y a un signe qu'on est fait pour la vie politique. On s'assemble en famille, on s'assemble en village, puis après ça, les villages en cité. On n'a jamais vu ça, là, des hommes qui essaient pas de s'associer avec les autres, là, qui vivent leur espèce d'individualité. Ça a juste pas de sens, de toute façon. Ouais. Peut-être une dernière mini question pour conclure. Si quelqu'un voulait en apprendre plus sur Thomas d'Aquin, mettons un néophyte complet, vers quelles ressources tu le dirigerais? Vers quelles seraient quoi les premiers pas que tu lui recommanderais? Ben moi, tu sais, je l'ai un peu dit, là, c'est ça, je suis pas très friande des manuels thomistes, ça, c'est clair. Je suis pas contre non plus, comment je dirais? Il y a toutes sortes d'auteurs, là, qui ont écrit sur le thomisme. Il y a des vidéos aussi, des gens qui font des vidéos là-dessus.
Je suis encore en réflexion là-dessus, mais je pense que quand même il reste que quelqu'un doit se plonger là, tu sais, puis comme je disais, se laisser intéresser par les objections. Moi, je dirais à quelqu'un aussi, il y en a qui prennent la somme, qui lisent de la page 1 à la dernière page. Je dirais pas de faire ça, là, je dirais de regarder dans la somme, est-ce qu'il y a des questions qui m'intéressent, que j'ai envie d'approfondir? Tu sais, je sais pas moi, la colère, c'est un problème important dans ma vie. Est-ce que, tu sais, j'ai envie de voir ce que Thomas dit sur la colère? Puis là, tu sais, il prend, un peu de son temps, tu sais, Certilange, écrit un livre sur la vie intellectuelle. Il dit, tu sais, même si tu es un travailleur, tu es capable de prendre 1 heure par jour, tu sais, pour lire un livre. Fait que, tu sais, moi, je dirais ça, tu sais, quelqu'un, il dit: «Moi, je m'intéresse à Thomas», tu sais, je dis: «Ben, qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Prends la question, puis assis-toi, puis essaie de lire». Mais après, la philosophie a toujours, besoin d'une tradition vivante, tu sais. La meilleure chose que cette personne-là pourrait faire, c'est rencontrer, un professeur, un bon, dans la Bible, dans les Proverbes, il est dit, tu sais, je pense que c'est dans les Proverbes, «Si tu trouves un sage, va à sa porte dès le matin», là. C'est comme il y a rien de plus précieux qu'un maître, là, en philosophie. Un bon maître, là, il y a c'est comme Aristote est resté 20 ans chez Platon, là, tu sais. Thomas d'Aquin, ça a pris du temps avant qu'il se faisait pas confiance, là, il a fallu qu'on le pousse, mais il a étudié beaucoup avec Albert le Grand. Tu sais, c'est comme il faut que tu trouves quelqu'un avec qui discuter, plus expérimenté que toi. Moi, là, c'est Yvan Pelletier, là, qui est un ancien professeur retraité de l'Université Laval. Je le connais depuis que j'ai 18 ans. Fait que là, j'ai 32 ans. Fait que ça fait déjà 14 ans. Et là, j'ai moins le temps parce que j'ai 3 jeunes enfants, mais à une certaine époque, je le voyais 2 heures chaque semaine. Puis on lisait ensemble. On lisait ensemble des textes d'Aristote, des textes de Thomas d'Aquin, puis on prenait notre temps. Dans le sens où je lui posais toutes sortes de questions. Il m'a appris le latin, il m'a appris le grec, fait que ça a été long aussi. Mais tu sais, ça a vraiment permis des discussions fécondes. Et j'ai des amis qui ont fait la même chose à Québec. C'est un dominicain, frère Michel Grenier, là, tu sais, il s'assoit là, puis il parle avec pendant 2 heures, puis il retourne la semaine d'après, puis il retourne la semaine d'après, puis il retourne la semaine d'après. C'est ce qui est le plus fécond, parce que c'est ça, la philosophie, il faut que ça soit vivant, il faut que ça soit un dialogue aussi, comme disait Platon. C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est des vidéos, mettons, sur Internet, c'est pas inutile, quelqu'un peut apprendre, beaucoup. Il y en a des très bonnes, des vidéos thomistes. Mais le problème, c'est que la personne, tu peux pas y poser de questions. Fait que ça reste toujours précaire. Fait que c'est ça que je dirais à quelqu'un, de suivre ce proverbe-là. Si tu trouves un sage, va à sa porte dès le matin. Il existe une anecdote, on peut finir là-dessus, là, mais parce qu'elle est drôle. C'est à l'Université Laval, il y avait un prof, il s'appelait Monseigneur Maurice Dionne, OK? C'était un prêtre qui avait reçu le titre de Monseigneur, pas parce qu'il était évêque, mais vraiment à cause de toute sa sagesse, de toute sa grande réputation de sagesse. Il y avait tellement une grande réputation, tu sais, que à l'Université Laval, à une certaine époque, les gens venaient des États-Unis pour étudier, là, tu sais, il y avait vraiment un engouement, là. Ah ouais. Puis ce prof-là, Monseigneur Dionne, avec sa grande réputation, il avait attiré un autre prêtre qui s'appelait Jasmin Boulet. Puis on rapporte que ce Jasmin Boulet-là voulait vérifier, est-ce que c'est vraiment un sage? Fait que littéralement, il se couchait devant sa porte d'appartement, là, parce qu'il vivait, c'était comme une résidence proche de l'université qu'on lui avait donnée. Fait qu'il se couchait là, puis dès que Monseigneur Dionne ouvrait la porte, il se mettait à lui poser des questions, tu sais, en espèce de maniaque, là. Il a fait ça 3 jours. Il a fait ça 3 jours, puis il a dit: «C'est bon, c'est un sage, je m'installe, à Québec». Puis, il a déménagé, il s'est installé à l'Université Laval. Mais, tu sais, on voit plus ça aujourd'hui, là. Les universitaires sont devenus de fait, plates, là, je trouve, là, mais il y avait une folie, il y avait une passion, tu sais. Et puis on trouve ça aussi, dans les écrits des anciens philosophes, on trouve ça, tu sais, Thomas d'Aquin, il s'est quand même sauvé par la fenêtre pour aller étudier avec Albert le Grand, là, tu sais, au sens pour rejoindre les dominicains. Tu sais, sa famille l'avait tu connais sûrement l'anecdote, là, sa famille l'avait enfermé, parce qu'il était déçu qu'il Ouais, avec rejoigne l'ordre mendiant. À un moment donné, il a fini par se sauver par la fenêtre. C'est cette idée finalement, il y a une tradition là, il y a puis je vais tout faire pour m'entourer, pour m'aider. C'est plus difficile au Québec en ce moment. Tu sais, quelqu'un qui vraiment s'intéresse à Thomas d'Aquin peut plus juste s'inscrire à l'université, tu sais, c'est au sens où, c'est ouais, il y a plus de thomistes, là, dans les universités au Québec. Tu sais, Yvan Pelletier, le prof dont je te parle, il est retraité. Fait qu'il y en a plus de c'est ça, il y a plus de thomistes dans nos universités. Quelqu'un de motivé peut aller ailleurs. Il y a des très beaux campus aux États-Unis. Bon, ça coûte cher.
Thomas Aquinas College ou des endroits comme ça, je connais quelques profs là-bas, c'est merveilleux, là, c'est sublime, là. Mais bon, financièrement, c'est une autre game. Fait qu'il faut faire un effort, faut que la personne c'est possible. Il existe un très bon livre, ouais, peut-être je peux te conseiller ce livre-là. Ça s'appelle «La vie intellectuelle», de Sertillange. Je me souviens plus de son prénom, son nom de famille, c'est Sertillange. C'est une petite plaquette où il parle de comment quelqu'un peut mener une vie intellectuelle, saine, féconde. C'est un thomiste, avec peu de temps des fois. Tu sais, il dit avec, un emploi, mari, une femme ou des enfants, mais comment je ferais pour avoir une vie intellectuelle féconde, riche, qui me nourrit? Lui, il appelle ça la vocation à la vérité. Quand on sent à l'intérieur de nous-mêmes, dans nos tripes, qu'on a une vocation à la vérité. Fait que là, c'est une petite plaquette, «La vie intellectuelle» de Sertillange. C'est un livre, très bien écrit, qui donne envie de cette vie-là. C'est très beau livre. OK, super. Ben, merci beaucoup. Alors, merci énormément, Laurence, pour ton apparition aujourd'hui. Ça a été vraiment, je trouve, très constructif comme discussion et très édifiant. Euh, j'espère que ça va donner envie à des auditeurs de s'intéresser à la philosophie thomiste et la philosophie catholique de manière générale. Laurence Godin-Tremblay, tu es collaboratrice avec Le Verbe. Tu apparais parfois à leur émission On n'est pas du monde et leur émission d'actualité Les Verbomoteurs. Si quelqu'un veut aller regarder, veut voir plus de ton travail, ils peuvent aller regarder là. Et je pense que tu es aussi bon, active sur les réseaux sociaux. Et donc c'est ça. Merci énormément. Ben, merci à toi, c'était intéressant. C'est le fun de pouvoir discuter longtemps du thomisme, là. Moi, je trouve ça super, passionnant, mais Oui, tout à fait. Merci beaucoup. À la prochaine.